Et voilà, super. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce deuxième webinaire, donc organisé par les membres de l'ETR de la LIFA SO et avec l'appui aussi de l'AEIFA, donc l'AEIFA qui est l'association des entraîneurs d'Île-de-France et qui propose aussi quelques colloques. Donc, vous pourrez aller sur leur site, il y a différents colloques là qu'ils organisent sur cette saison. Écoutez, on est très heureux de vous accueillir pour cette deuxième soirée. On a eu des bons retours là sur la première et puis pas mal de vues en replay. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'intervention de ce soir, donc faite par Manu Chapelle et Francis autour de la course d'élan, donc à la perche et au saut en hauteur. Et je vous rappelle juste deux, trois petites choses. Donc, effectivement, ce webinaire est enregistré et donc sera disponible ensuite en replay sur YouTube. Donc, on vous remettra le lien par mail et également en disponibilité sur les différents réseaux de communication que nous pouvons avoir. Pareil, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous pouvez utiliser le chat ou lever la main. Euh, voilà. Francis, Manu, je vous laisse la parole et bon séminaire à tous. Merci Fred. Je veux bien que tu me redonnes la main du coup. C'est parti. On a préparé un petit. Donc du coup, à partir de maintenant, s'il y a des nouveaux entrants, ça sera à nous de gérer. C'est ça, exactement. Oh, tu commences à voir le truc. Ok. C'est bon, tu as la main. Good, j'ai la main. Euh, Partager l'écran. Bon, normalement, vous devez Ça, je peux le mettre plus là. apercevoir mon écran. Je vais l'agrandir. C'est bon, Fred? Ouais, c'est bon. On est good. Ok. Donc, bonjour à tous. Donc, voilà. Donc, avec Manu, on a préparé un petit PowerPoint qui va donc nous guider tout au long de nos échanges. Donc le thème de notre rendez-vous aujourd'hui, donc c'est donc de parler de la course d'élan dans les sauts avec barre, donc en l'occurrence le saut en hauteur et la perche. La première question, et ce qui est important pour nous là avec Manu, hein, en plus on n'est pas nombreux, donc on espère que ça va vraiment favoriser les échanges. N'hésitez surtout pas à poser des questions, à intervenir, à prendre la parole. On se place plutôt sous la forme d'un échange plutôt que sur une intervention magistrale. Enfin voilà, on est vraiment là pour échanger. Donc la première question, donc La lorsqu'on seule. a la seule La question, seule question. Pas la première, la seule. la seule, Ouais. la seule question donc qu'on s'est posée quand on a donc préparé ce PowerPoint. Donc encore une fois, hein, on centre le débat, on est uniquement et principalement sur la course d'élan, dans deux disciplines différentes, mais avec beaucoup de similitudes. Donc, on va bien sûr parler des similitudes, mais on va aussi rentrer dans les spécificités de chacune des deux disciplines. Donc, quel est le but? Quel est le but de la course d'élan? Voilà, donc la grande question. Et parfois, on entend beaucoup de choses. Euh, le but de la course d'élan, ça peut être pour certains d'acquérir la bonne vitesse, d'être au bon endroit, etc. Non, le seul but, c'est de sauter plus haut. De sauter le plus haut possible. Après, le reste, ça s'appelle des moyens. Ça s'appelle pas un but. Il ne faut pas oublier qu'en athlétisme, il n'y a pas de note de style et que ce qui compte, bah, c'est le résultat. Mm. Quelqu'un qui va sauter comme un crapaud mais qui saute 2,50 m, tout le monde dira que c'est un génie. Ouais, Voilà. à la hauteur, pas À à la la, perche. à la perche, s'il saute comme un crapaud et qu'il fait 2,50 m, on dira que c'est normal parce qu'il saute comme un crapaud. Mais oui, c'est vrai, c'est important c'est important De cadrer. de cadrer et de souligner l'importance que dans notre discipline, c'est pas une discipline artistique. Donc en fait, ce qui est important, c'est la performance chiffrée. Là, il y a quelqu'un qui demande à être admis. Donc c'est la performance chiffrée. Donc il y a bien sûr le règlement qui précise que l'impulsion doit impérativement être faite sur un pied, une seule jambe. Mais après, le style et le mode de franchissement
encore une fois, comme le disait très bien Manu, on n'est pas noté là-dessus. L'important, quel est le but donc de la course d'élan? C'est la finalité de sauter le plus haut possible. Donc, de s'organiser dans la course d'élan pour être le plus efficace possible. Voilà. Simplement ça. On va uniquement parler d'efficacité. On va pas parler de style, de copier des gens, de se dire machin il fait comme ça, donc il faut faire comme ça. On va essayer juste de parler d'efficacité. Alors, ouais. Ouais, je précise que je suis venu chez Francis parce que c'est lui qui s'y connaît En informatique, moi, un peu mieux que toi. voilà, moi, je fais des dessins. Je suis l'assistant informatique. En fait, il y avait donc 2 questions. Donc, comment la course d'élan peut-elle Non, m'aider à sauter une plus fois haut? qu'on a déterminé que le but c'est de sauter le plus haut possible, maintenant on va se poser la question au niveau de la course d'élan, comment la course d'élan va nous aider à atteindre le but. Voilà. Ok. Donc, on a listé différents points. On imagine que vous faites la différence entre vitesse maximale et vitesse optimale. En vitesse max, hein, comme son nom l'indique, hein, vitesse maximale, hein, c'est la vitesse maximale qu'un individu est capable de produire. Et la vitesse optimale, donc, et c'est là, nous, ce qui nous intéresse, c'est la vitesse la plus rapide, mais que l'athlète va être capable de gérer dans son saut. Celle qui va lui permettre de sauter le plus haut. Voilà. Celle qui va lui permettre de sauter le plus haut. Parce qu'à la limite, même s'il a l'impression d'être un peu moins efficace, un peu moins efficient plutôt, s'il a l'impression d'être un peu moins efficient, en rajoutant 20% de vitesse, ben, s'il rajoute 10% de performance, ben, ça sera quand même valable. À la fin, c'est ça qui compte. Aller plus vite pour sauter moins haut, ça ne sert à rien, mais aller beaucoup plus vite pour sauter un tout petit peu plus haut, c'est utile, parce que le but, c'est quand même d'aller plus haut. Donc on fait bien la distinction entre les deux. La vitesse, hein, la vitesse d'approche et la vitesse de décollage, hein, font partie des facteurs déterminants de la performance dans les sauts athlétiques, hein. Donc ensuite, on va parler de précision. La précision de la course d'élan dans les sauts n'a pas le même impact dans tous les sauts. On va donner un exemple au saut en longueur et au triple saut. Si on est un pied plus près que ce qu'on devrait être, bah, le résultat, c'est qu'on va marquer 0, parce qu'on aura mordu. À la perche, si on est plus près que ce qu'on doit être, le premier résultat, c'est qu'on va marquer 0. Le deuxième résultat, c'est qu'on va se faire mal. Donc, il y a un impact qui est un petit peu supérieur. Voilà. Au saut en hauteur, si on est plus près, si on est trop près, on va aussi dégommer la barre. Et donc, la dégommer en montant, elle va retomber n'importe où. Le risque de retomber dessus quand on est débutant, il n'est pas négligeable. Donc, on peut aussi se faire mal. C'est beaucoup plus important en termes de sécurité d'être précis sur les sauts avec barre que sur les sauts dans le sable. Dans les sauts dans le sable, il y a juste comme problème, entre guillemets, la nullité du saut ou la perte de performance si on est, On est trop loin de la planche. Trop loin. Donc, c'est pour la précision, on s'arrête là-dessus. Je pense que c'est relativement clair. La position du pied à l'appel. On aurait tendance à dire que le pied se pose dans l'axe de la course d'élan. Se pose armé. Il se pose armé. Donc, un pied armé, donc c'est un pied en flexion de cheville, donc en reprise d'appui, talon, et on va dérouler en talon pour finir en pointe, en passant par les différentes parties du pied. Talon, pied à plat, plante, et on finit même, si on accompagne la poussée, en pointe de pied. On aurait souvent tendance, de par les spécificités donc, liées à la hauteur, hein, de par le fait qu'il y a donc 2 rotations, hein, donc la première rotation qui est la rotation donc, longitudinale du sauteur. Bah, je dépasse un petit peu le champ de la course d'élan, hein, mais ce dont je vais vous parler là a des incidences sur la pose du pied à l'appel. Et ce qu'on voit souvent donc, chez les sauteurs en hauteur débutants, c'est que ces derniers, pour anticiper la rotation longitudinale, en fait, ont tendance à ouvrir le pied à l'appel, donc à l'ouvrir. Là, je suis en train de mimer
un pied gauche. sauteur qui impulse pied gauche, un sauteur pied droit, donc ça serait l'inverse, hein. Le sauteur a tendance à ouvrir son pied vers l'intérieur du virage au moment de l'appel, au lieu de le poser donc, dans le sens de l'axe de la course d'élan. Tout ça pour anticiper les rotations futures qui arrivent en théorie juste après le. Quand je dis en théorie, c'est quand les choses sont bien faites, qui en théorie arrivent, les rotations s'engendrent quand vraiment le sauteur en hauteur commence tout juste à quitter le sol. C'est ce qui idéalement devrait être fait. Mais force est de constater que 95% des sauteurs en hauteur débutants, hein, pour donner un chiffre, ont tendance à faire l'erreur technique dont je viens de vous parler, et donc de ne pas poser le pied d'appel dans l'axe de la course d'élan à la fin de celle-ci, au moment d'impulser. Donc là, on est vraiment dans des spécificités liées à la hauteur, hein. Et on parle de ça parce que la pose du pied, c'est la fin de la course d'élan, et donc ça reste dans le thème de la soirée. En ce qui concerne le saut à la perche, vous amuserez à regarder des ralentis d'impulsion de sauteurs à la perche. Il y a énormément de sauteurs, même à très haut niveau, qui perdent beaucoup d'énergie par leur pose de pied, en posant le pied par la pointe, lors de la prise d'appel. Et on peut imaginer qu'ils seraient capables de sauter beaucoup plus haut en arrivant avec une position plus armée pour pouvoir appuyer dans le sol de manière plus efficace. Donc, la vitesse la plus efficace pour aller le plus haut possible, la précision pour pouvoir esquiver la barre au saut en hauteur et pour pouvoir pousser sur sa perche sans se faire arracher ou sans tomber dedans à la perche, la position du pied à l'appel, tout ça sont des Facteurs facteurs déterminants. déterminants d'une bonne course d'élan. Ensuite, On a la hauteur du centre de gravité, le dernier point, à l'appel. Donc l'idée, hein, on pourra parler de levier, hein. L'idée donc des leviers, c'est un terme qu'on entend et souvent plus à la perche, hein, que en hauteur, mais du coup, voilà, ça nous permet donc de vous parler de ce terme technique. En fait, la hauteur du centre de gravité, pour faire le lien avec la hauteur, eh ben, clairement, si le sauteur en hauteur décolle avec un bassin à 1 m 20, 1 m 30 du sol au moment du décollage, et ben, il a de plus grandes probabilités de sauter plus haut que s'il a un bassin qui est à 1 m lors du décollage, quoi. Les centimètres qu'il aura gagnés au décollage seront autant de centimètres qu'il n'aura pas à récupérer par la suite lors de son extension verticale et de son élévation verticale. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, hein, si on a éventuellement zappé des points qui pour vous auraient mérité. Donc, il y a quelqu'un qui voulait rentrer. Bien vu, Manu, je n'avais pas vu. On vient de l'admettre. Désolé pour le petit retard. N'hésitez pas à intervenir si plus de précision. N'hésitez vraiment pas, hein, c'est ce qui enrichira le débat. Pas forcément ce que vous avez dit, en fait, qui est très clair, mais est-ce qu'il y a des types de courses d'élan, en fait, on va dire, par pays, par région, en fait, un peu comme les styles de saut, quoi, en fait. Est-ce qu'il y a des pays qui ont un style de course d'élan particulier, en fait, un truc comme ça? Voilà. au saut à la perche, on peut généraliser, on peut dire que globalement, les gens qui viennent des pays de l'Est ou qui sont coachés par des anciens entraîneurs russes ou ukrainiens ont tendance à avoir des courses d'élan plus longues à la perche, plus longues en nombre de foulées et en partant plus lentement. En partant plus lentement et en ayant une accélération beaucoup plus progressive. Donc des courses d'élan autour plutôt de 20 voire 22 foulées pour les hommes et plutôt 18 foulées pour les femmes. Et on se rend compte que globalement, c'est toujours pareil parce que il y a des exceptions. Les pays latins ont tendance à avoir des courses d'élan un petit peu plus courtes avec des départs plus rapides, des départs plus pousseurs qui sont sur le coup plus coûteux en énergie, mais comme il y a moins de foulées, peut-être que les gens pensent qu'ils récupèrent une part de l'énergie en faisant que 18 foulées au lieu de 22. Voilà, c'est Ok.
Mais ça reste des tendances générales. Il y a les deux. Il y a aussi des sauteurs russes qui sautent avec moins d'élan et des sauteurs français ou italiens qui sautent avec plus d'élan. Moi, ce que je vois, c'est pas forcément des Ok. différences par pays ou des pays qui ont pris l'option de choisir tel mode de course d'élan ou tel autre. Par contre, ce qu'on peut voir d'une manière générale, hein, sans parler de pays, c'est que oui, il y a des sauteurs et sauteuses qui adoptent des courses d'élan avec ou sans préélan. Mm. Donc après, ça dépend de la conception et de la vision de chacun, de l'adaptation aussi. Il y a des choses qu'on aimerait faire, mais qui sont pas forcément, qui marchent pas forcément avec certains athlètes. Donc du coup, il faut revoir un petit peu la manière d'aborder les choses. Moi, à titre personnel, je suis plutôt fan je suis plutôt fan du préélan, parce que je trouve que ça permet d'avoir un peu plus de disponibilité, notamment lorsqu'on se rapproche de la phase de liaison course-impulsion. Cependant, c'est quelque chose que je propose pas forcément avec les jeunes catégories. Quand Ok. j'entraîne de jeunes catégories, l'avantage d'avoir quand même un départ Calibré. de course d'élan calibré et sans préélan, du coup, qui n'est pas calibré, ça me permet de limiter les erreurs et les problèmes dans la course d'élan. Ça augmente la précision Ça augmente la précision, voilà, et exactement. par contre, ouais, ça limite un peu le relâchement. Exactement, voilà, exactement. Tout est une histoire de compromis, en fait. Mm. Ouais. Très bien résumé. Autre chose aussi, là, Kevin, pour aller dans le sens de ta question, ce qu'on voit aussi couramment aussi, c'est donc différentes approches, toujours pareil, en fonction on pourrait appeler ça des écoles ou des styles ou des manières d'aborder donc la course d'élan. Il y a deux écoles en fait qui consistent à plutôt être sur une course d'élan qui d'entrée de jeu s'organise autour d'une action de cheville, autour d'un déroulé de pied, dès les premières foulées jusqu'à la fin de la course d'élan. Donc, en opposition avec d'autres écoles qui prônent davantage un début de course d'élan en appui plantigrade et qui, à la fin de la course d'élan, donc dans la phase de liaison course-impulsion, vont chercher donc justement à passer d'appui digitigrade à un déroulé talon-pointe à l'appel. Je suis plutôt, et c'est intéressant là, avec Manu, on en a discuté à plusieurs reprises là-dessus. Manu serait plutôt adepte de la première école et moi je serais plutôt adepte de la deuxième. Ok. Après, c'est vraiment, je pense que dans tout ça, en fait, ce qui est important, c'est une richesse de savoir ce qui peut se faire à droite, à gauche, d'identifier, comme on le disait tout à l'heure, les avantages et les inconvénients de telle ou telle autre approche, si tant est qu'il peut y avoir des avantages et des inconvénients, hein, dont on peut discuter. Et surtout, et ce qui reste le cœur de la construction des séances, de l'approche pédagogique de l'entraîneur, c'est voir si ce qu'on va proposer aux athlètes qu'on a en face de nous, Voir si c'est efficace. si c'est efficace et si la personne sera en capacité de se l'approprier. Ça, c'est pour moi le plus important. Même si je suis le partisan, comme je vous le disais, de telle approche, si je vois que l'approche que je vais chercher à mettre en place avec tel ou tel autre athlète ne fonctionne pas, bah, Il par y a, souci d'efficacité, c'est plutôt à l'entraîneur de s'adapter qu'à l'athlète. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. quand on a un groupe où on entraîne 3 athlètes, il est possible que le hasard statistique fasse que les 3 soient plus efficaces en prenant la même méthode. Mm. Quand on a un groupe où on entraîne 15 personnes, c'est assez peu probable. Donc ça veut dire que c'est assez peu probable que les 15 soient plus efficaces avec la même méthode. Ce qui veut dire qu'en fait, comme il y a plusieurs possibilités, l'idéal, c'est de coller à ce qui est le plus efficace pour l'athlète et à s'adapter à ce que lui ressent comme étant positif. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'au cours de sa carrière, il ne va pas évoluer. Mm. C'est pareil. À l'instant T, c'est plus efficace comme ça. Euh, moi, j'ai même vu des cas où J'ai- j'avais un athlète qui était départ arrêté, et puis juste avant un championnat, une semaine avant, il avait une petite douleur qui l'empêchait de pousser fort sur les premiers appuis. On a pris un prénom. Parce que la douleur, elle était pas là si il se lançait progressivement, et elle était là s'il se lançait d'un coup. Donc, on a réussi en 2 séances à adapter quelque chose qui a plutôt bien marché. Donc, vraiment,
On essaye d'être le plus ouvert possible. Et nous, on vous parle de ce qui existe, du champ des possibles. Et après, bah, chacun fait sa sauce en fonction de son ressenti et en fonction des athlètes qu'il a entraînés. Et de leur âge aussi, et de leur niveau d'expertise. Quelle que soit la forme d'organisation de la course d'élan, avec un départ arrêté, avec des appuis plantigrade, digitigrade, déroulé talon-pointe, quelle que soit la technique et l'école, si on peut parler d'école ou de l'approche de tel ou tel autre pays, les points qu'on vous a listés là sur cette diapo, en fait, par contre, sont juste des incontournables. On va chercher la vitesse optimale, la vitesse de décollage, la vitesse d'approche et la vitesse de décollage la plus élevée à l'appel. Donc ça, c'est des choses qu'on va produire lors de la course d'élan. Encore une fois, peu importe la manière dont pour faire bref, on va courir. Hein. On va chercher la précision, on va chercher une pose de pied dans l'axe et on va chercher à avoir le centre de gravité le plus haut possible à l'appel. En sortie d'impulsion. En sortie d'impulsion. Et justement, ça peut être intéressant que là, tous les deux, vous parlez de manières de poser le pied différentes, donc sur la plante ou en déroulé. Juste si chacun, vu que vous êtes un petit peu, enfin, je ne vais pas dire opposé, mais que vous avez une préférence tous les deux, si juste vous pouviez expliquer pourquoi, Francis, toi, tu préfères être plus euh, sur Sur la les plante, appuis de hein. plante de pied, et Manu, toi, pourquoi est-ce que tu préfères être sur un appui qui vient dérouler, quoi? Quels avantages vous trouvez à ça dans ces deux stratégies-là, en fait? Alors moi, je ne peux pas dire que j'ai réellement de préférence, hein. Il se trouve que j'ai entraîné pendant quelques années un sauteur en hauteur qui sentait mieux les choses, qui avait du mal à dérouler son pied à l'appel s'il ne déroulait pas son pied à l'avant-dernière foulée. Il avait du mal à dérouler son pied à l'avant-dernière foulée s'il ne le déroulait pas à l'antépénultième, etc., etc. Donc en réalité, euh, j'ai pris cette option de lui faire dérouler le pied dès la première foulée pour qu'à la deuxième, il le déroule toujours, à la troisième, etc., et en prenant de la vitesse au fur et à mesure. Donc, ça s'est passé comme ça. Voilà. Après, sur le saut à la perche, moi, j'ai beaucoup observé. Ce n'était pas ma discipline de prédilection au départ. Et donc, pour apprendre, j'ai beaucoup observé des sauteurs, des ralentis. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de sauteurs qui, en fait, n'étaient pas bons dans la phase athlétique. Et pourtant, qui faisaient des grosses perfs. Hein. Tu as des mecs qui ont sauté 5,80 en posant leur pied d'appel en pointe. Et j'ai essayé, avec des athlètes, de les faire démarrer, de carrément les faire démarrer leur course d'élan en marche athlétique. Carrément. En marche athlétique, puis 4 appuis de marche, puis un peu plus vite, puis un peu plus vite, puis un peu plus vite. Alors ça donnait des courses d'élan qui étaient un peu plus longues. Et je me suis rendu compte qu'en faisant ça, ils ne commettaient plus cette faute à l'appel et qu'ils déroulaient leurs pieds correctement. Et qu'il n'y avait pas de blocage et de freinage. Maintenant, ça ne veut pas dire que... alors, moi, je me sers de ça dans la formation, au départ, beaucoup. Mais ça ne veut pas dire qu'une fois que la personne, elle sait dérouler son pied, que je vais lui dire de continuer à démarrer en marche athlétique quand elle a 25 ans, quoi. C'est pas la même chose. Par contre, quand ils sont benjamins, qu'ils ont 12 ans et qu'ils ont du mal à relever leur pointe de pied et à armer leurs pieds, le fait de démarrer comme ça, je me suis rendu compte que, en fait, la situation, elle était fermée, tu ne peux pas rater, quoi. C'est un avantage. Alors, il y a d'autres inconvénients, c'est qu'au départ, il y en a qui ont du mal à être actifs et qui ont tendance à s'écraser un peu sur leurs talons sur les premières séances. Bon. Après, petit à petit, en rajoutant de la vitesse, on y arrive à gommer ce petit problème. Mais globalement, moi, je me suis rendu compte que c'était plus efficace pour l'apprentissage. Voilà. Pour les gens qui avaient, encore une fois, pour les gens qui avaient du mal à armer leurs pieds à l'appel. D'accord. Pour ceux qui le font naturellement, il n'y a pas plus d'intérêt que ça, en fait. Et moi, à titre perso, je me suis déjà de prime abord appuyé sur mon expérience à moi perso. Donc, de manière naturelle, en fait, moi, je suis plus à l'aise en étant en plante de pied. Et c'est vrai que lorsque même j'ai commencé à coacher et à repérer et à observer des gamins que potentiellement je pourrais accompagner et amener sur des disciplines telles que la hauteur, mais également la longueur. Ouais, j'essayais, j'observais dès les premiers tours d'échauffement, en fait, j'identifiais les gamins qui avaient des qualités de pied
plus ou moins prononcées, des qualités de pied naturelles. Et en fait, c'est vrai que souvent, quand on parle de pied en athlète, on parle souvent donc, de gamins qui sont un peu montés sur ressort et qui sont capables de cavaler sans poser le pied. Euh, Sans poser le talon. Sans poser le talon, pardon. Parce que sans poser le pied, faut C'est voler, compliqué. c'est dur. Il y en a qui arrivent. Courir sur les mains Les Paralympiques. aussi. Et donc, du coup, en fait, pour moi, clairement, hein, durant mes premières années donc, à entraîner, en fait, enfin, clairement, hein, mais j'ai changé d'avis depuis. Sauter sans avoir ces qualités de pied observables, même lors d'un footing, une course, était pour moi difficilement compatible avec une pratique à bon niveau, donc des sauts athlétiques. Et lorsque même j'entraînais quelqu'un qui n'avait pas forcément ces prédispositions-là, j'essayais pour travailler son pied et ses qualités de rebond, en fait, de l'amener sur des exercices de plio en étant un peu plus justement sur la plante des pieds. En cherchant donc toujours assez fondamentaux, hein, la brièveté des appuis et cette qualité de rebond en étant monté sur ressort tel que je vous le disais là et en limitant les phases d'amortissement. Ma manière de voir les choses a évolué. Hein. On a la chance d'entraîner et ce que Manu a fait avec Jason, que tu as accompagné pendant de très très longues années. Hein. Euh, j'ai constaté que c'était extrêmement efficace et que clairement, quelqu'un comme Jason, c'était vraiment une approche, celle que Manu lui a proposée, était vraiment quelque chose qui lui convenait parfaitement. Et pour le coup, si j'avais été amené à coacher un athlète comme celui qui a coaché Manu, j'aurais certainement été ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi de l'accompagner parce que, comme vous l'avez bien compris, j'ai beaucoup plus de facilité avec l'autre approche. Cependant, au travers de tous les éducatifs de pied dont je pouvais vous parler, on est d'accord qu'à la fin et dans la phase de liaison course-impulsion, le passage d'appui plantigrade à un déroulé talon-pointe actif est fondamental. En fait, ça part donc ça demande des travails donc d'éducatif de pied plus ou moins importants pour justement amener sur cette phase de liaison course-impulsion à changer son mode de pose d'appui au sol. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que vraiment, encore une fois, voilà, c'est en toute humilité, je me sens très à l'aise pour encadrer des athlètes avec ce type de pose d'appui et je serais beaucoup plus en difficulté pour accompagner donc, des athlètes. C'est pas vrai, quand tu le coachais en stage, ça ne posait aucun problème. Tu t'adaptes à lui. Je m'adapte. Oui, Je m'adapte, oui. mais oui, mais Oui, bah si. Si, tu t'adaptes à ce qui est efficace bien sur lui, entendu, bien sûr. mais je suis quand même beaucoup moins à l'aise je suis quand même beaucoup moins à l'aise. Enfin, clairement. Et ce qu'il faisait. Il fait le mec humble là, mais en fait, Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. La question, c'est Ah, pourquoi mais c'est la poser vérité. Le danger, ce que je veux dire, surtout là-dessus, en fait, je pense que le danger, ça serait de se dire, OK, moi, je sais entraîner les gars qui ont plutôt ce profil moteur. Hein. On parle beaucoup de préférence motrice. Hein. Là, pour le coup, on est clairement là-dedans. Hein. Il serait pour moi dommageable qu'un entraîneur en fait se dise ok, bon, j'ai un gars là qui est doué, qui a des qualités, euh, j'ai envie de le conserver et donc de se dire bref, je suis peut-être pas forcément le meilleur gars là pour le coup pour accompagner ce type de sauteur là avec ces préférences motrices là et de se dire je me l'accapare malgré tout. Non, non, moi clairement, si demain je croise un athlète qui souhaite s'entraîner avec moi et que je sens que j'ai des limites pour l'accompagner pour qu'il progresse dans ses préférences motrices, je préfère avoir l'honnêteté de l'orienter vers un coach qui aurait cette sensibilité un peu plus. après, le truc le plus gênant, ça serait de forcer quelqu'un à sauter d'une manière qui n'est pas efficace et qui ressent pas et qui ressent pas positivement, quoi. Ça serait le plus grave. Après, bon, les préférences internes d'un coach ou d'un autre, ouais, Parce que moi, clairement, c'est un j'en ai autre vu. Hein. débat. J'ai vu des sauteurs et des sauteuses. Euh,
passer d'un entraîneur à un autre qui n'avait pas forcément donc, l'approche pédagogique en lien avec les préférences motrices de l'athlète. Et c'était contre-productif, tout simplement. Donc, il faut avoir cette honnêteté de dire à un moment donné, moi, je suis en mesure de plus accompagner des gens sur ce type de profil-là que d'autres. On s'éloigne du sujet. Non. Non, je pense Non. pas. Non, je pense pas. Si je peux éventuellement poser une petite question, mais moi je trouve ça intéressant justement ce que vous dites là par rapport aux préférences motrices et sur, on a nous très longtemps adopté un système de course. Alors que là je ne parle pas nécessairement de course d'élan, je ne suis pas du tout un spécialiste de course d'élan, mais voilà, je dirais de course, mais bon, il faut malgré tout courir avant de sauter. Et on a adapté un modèle qui est effectivement celui que vous décriviez. J'ai oublié votre prénom à droite, là, excusez-moi. Pas Manu, mais voilà, voilà Ouais, vous. c'est Francis. Voilà, Francis, qui est un modèle effectivement en avant-pied. Enfin voilà, c'est un modèle un petit peu classique qu'on avait, alors que certains avaient naturellement, puis d'autres, voilà. Il y avait donc une adaptation en tant qu'entraîneur, on cherchait à faire. Et on a maintenant des modèles de course, notamment il y a des gens comme Cyril Gindre qui développent ça même de manière assez détaillée. Il parle de coureurs aériens, de coureurs terriens. Alors, bon, moi je sais pas, mais simplement ce qui est intéressant, c'est qu'il distingue deux types de motricité qui sont aussi efficaces l'une que l'autre. La seule chose, c'est que la motricité, effectivement, il faut qu'elle soit adaptée à l'individu. Il y a des individus qui ont une motricité particulière. Si on va chercher à contrarier, on va obtenir l'effet inverse, ça va être contre-productif. C'est un petit peu ce que vous disiez. Voilà. Donc, et ce qui est intéressant peut-être pour nous, c'est de se dire voilà, qu'il n'y a pas qu'une seule motricité, mais il en existe sans doute plusieurs, et d'essayer de l'analyser, de la comprendre, et puis du coup de l'adapter en fonction des coureurs. Voilà, vous voyez, voilà, il n'y a pas un modèle de façon de courir, mais il en existe différents qui sont fonction un petit peu de chacun. Les travaux de Cyril Gindre sont très, très intéressants, mais au-delà des résultats de ces travaux, c'est sa démarche qui est intéressante. La démarche qui est intéressante de dire il n'y a pas une méthode. Voilà. Il n'y a pas une méthode qui marche. Il y a une méthode qui marche pour lui. Il y a une méthode qui marche pour lui. Il y a une méthode qui marche pour l'autre. Et je pense que ça fait partie des obligations de raisonnement quand on est entraîneur et qu'on entraîne plein de personnes, c'est de se dire on ne va pas tous les entraîner de la même manière, on va les entraîner de la manière qui va être efficace pour eux. Et donc ouvrir au maximum les possibilités dans leur formation pour qu'ils sachent tout faire et voir ce qui leur convient le mieux, quoi. Donc ça, c'est... Ça, c'est un point important que vient de soulever Manu, c'est qu'en fait, pour pas perdre les personnes là, qui sont là en train de se dire, mais du coup, ok, c'est sympa ce que vous dites, mais demain, du coup, on entraîne comment? En fait, demain, on entraîne comment? Surtout si vous avez de jeunes athlètes. On parle de Benjamin, minime, voire même cadet. Enfin, il faut leur donner une vraie culture athlétique, savoir marcher en déroulant un petit peu comme un marcheur athlétique, faire des éducatifs de pied, être capable également de varier ses poses d'appui, courir davantage en plante, être avantage à un moment donné aérien, être à certains moments un peu plus terrien. L'idée, c'est au travers des situations pédagogiques que vous allez leur proposer, d'élargir leur palette motrice. Et demain, en fait, avec cette palette motrice extrêmement riche, c'est de pouvoir, dans des situations plus ou moins diverses, dans des disciplines plus ou moins diverses, c'est de pouvoir leur faciliter leur évolution future, tout simplement. Si vous spécialisez les gamins de manière trop précoce, ils n'auront plus cette adaptabilité. Et moi, cette adaptabilité, elle est pour moi juste fondamentale. Voilà, la culture athlétique, elle est fondamentale, savoir poser ses pieds de différentes manières, jouer sur la rythmicité, jouer sur la précision, voilà. L'alignement segmentaire, c'est des choses qui font partie vraiment des fondamentaux athlétiques. On passe à la diapo suivante. Ouais. Donc, merci pour ton intervention. Je ne connaissais pas les travaux de Cyril Gindre, mais ça a l'air intéressant. J'irai regarder ça de plus près. Alors, comme on a parlé de vitesse optimale, combien de foulées? La réponse est suffisamment, mais pas trop. Et puis, il y a deux méthodes, progressif ou à fond dès le début. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, des gens qui sont plutôt russes ou plutôt méditerranéens, aussi dans leur approche.
Pour vous donner des exemples, moi j'observe tout et j'ai vu des choses que j'ai trouvées choquantes. J'ai déjà vu des poussins et des benjamins sauter avec 16 foulées d'élan à la perche. J'ai vu une cadette au championnat de France sauter avec 24 foulées d'élan. Voilà. Et l'année dernière, en début d'année, on a vu Robin Emig sauter 5,50 m en début de saison avec 10 foulées d'élan à la perche. Et son entraîneur a été critiqué. Son entraîneur s'appelle Franck Roland, c'est quelqu'un de très bien et de très intelligent. Et il a été critiqué dans tous les sens parce que son mec était très fort et qu'il n'y avait aucune raison qu'il saute avec que 10 foulées d'élan. Et puis, il répondait à tout le monde, mais il saute plus haut actuellement avec 10 foulées d'élan parce que quand il prend 12 foulées d'élan, il arrive trop vite, il ne le contrôle pas et il se blesse. Donc, pour l'instant, il va faire 10 foulées. Puis l'année d'après, il a fait 12. Et en fin d'année d'après, il a fait 14. Et là, il a été vice-champion d'Europe Espoir. Donc, à la fin, c'est lui qui a eu raison de prendre le temps de développer la course de la personne en fonction de ses qualités propres et d'événements qui étaient liés à une blessure récurrente et qui étaient liés à sa façon à lui de sortir le saut. Il n'est pas débile, il sait très bien que en essayant d'aller plus vite, il a des chances d'aller plus haut, mais pour l'instant, c'est seulement des chances. Et il a constaté que s'il prenait plus d'élan, eh ben, il allait moins haut. Donc il s'est mis enfin, il a été juste pragmatique. Et, voilà. C'est pas pour ça que son athlète il va faire 10 foulées d'élan toute sa vie. Donc voilà. L'idée, elle est là, c'est de déterminer Le nombre de foulées. le nombre de foulées qu'il faut. Et en fait, c'est le truc d'après. Truc d'après, truc je passe. Je sais pas sur la question. C'est ça que tu voulais? Ouais, non, c'est même encore après, je crois. Ouais, une question qui est intéressante. Quel outil on a pour savoir, c'est vraiment cette question-là, quel outil on a pour savoir s'il faut rajouter 2 foulées ou pas? Et ben, il y a des gens qui vont dire des chronos, des cellules, des machins. Non, l'outil qu'on a, c'est une toise. C'est tout. C'est avec 12 foulées, je fais 5,50 m. Avec 14 foulées, je fais que 5,40 m. Ben, j'en prends 12. Voilà. Ce qui est mesurer la vitesse, mesurer tout ça, ça vous dit si vous allez plus vite. Ça ne vous dit pas si vous allez plus haut. Et comme le but, c'est pas d'aller vite en course d'élan, mais le but, c'est d'aller haut dans le saut, l'outil qui est intéressant pour mesurer si la course d'élan est plus efficace avec tel ou tel élan, c'est la toise. Et c'est le seul outil qui soit valable. Il faut rester pragmatique complètement. Moi, j'avais une minime l'année dernière que j'entraînais, même cas de figure que ce que vient exposer Manu. Elle sautait, je crois qu'elle a fait 1,62 m sur. Alors moi, je parle en appui, donc elle était sur 5 appuis, donc 4 foulées, 5 appuis. Départ arrêté, comme je le précisais tout à l'heure. Ouais, c'est plutôt bien pour une minime. Et progressivement, je me suis dit, allez, on va essayer de lui rajouter 2 foulées. Donc j'ai essayé sur 7 appuis à l'entraînement. J'ai trouvé le résultat moins concluant. Je suis revenu sur 5 appuis en lui disant tout simplement que, alors, clairement, elle en plus, elle ne gérait pas le 7 appuis parce qu'elle n'avait pas les ressources physiques. Elle est relativement frêle, donc physiquement, elle n'était pas encore développée suffisamment, musculairement, pour pouvoir gérer les contraintes musculaires liées à une foulée, à une course d'élan sur cette foulée. Elle arrivait trop vite et au lieu de rebondir, pour le coup, elle avait plutôt tendance à s'écraser, alors que le but recherché est plutôt de rebondir. Donc, mon idée en parallèle, c'est que bien sûr, dans une planification sur plusieurs mois, plusieurs années, Elle ne va pas rester toute sa vie sur 5 elle ne va appuis. pas rester sur 5. Mais là, à l'heure actuelle, en tout cas, ce qu'elle était capable de gérer le mieux, c'était une course d'élan sur 5 appuis. Et progressivement, au regard des petits exercices de renforcement musculaire sans charge additionnelle que je lui faisais faire au regard de son jeune âge, de temps en temps, on essaye de faire des tests pour voir si elle progressait mieux sur ce secteur-là. Être capable d'arriver un petit peu plus vite, parce qu'on joue toujours sur ces facteurs-là. Être capable d'arriver un peu plus vite, on est toujours sur
cette notion de vitesse max, vitesse optimale. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vitesse optimale que le sauteur ou la sauteuse va être capable de gérer en fin de course d'élan pour pouvoir sauter en ayant le moins de déperdition de vitesse. Et donc, même si votre athlète progresse en vitesse pure en dehors du sautoir, ça ne veut pas dire que cette vitesse pure et cette vitesse max qu'il aura développée, il sera en mesure de pouvoir la gérer ou en tout cas améliorer sa vitesse optimale lors de la phase de liaison course-impulsion. Voilà. Donc, comme le disait très bien Manu, ouais, là, votre premier indicateur, c'est la toise, mais aussi, surtout, clairement, il y a des choses que l'on voit quand indirectement, vous avez même inconsciemment des sauteurs qui, à l'approche du saut, sentent inconsciemment qu'ils arrivent un petit peu trop vite que ce qu'ils sont capables de gérer, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils tirent le frein à main et ralentissent pour aller sauter, juste pour se préserver physiquement. Vous avez aussi, visuellement, il y a des choses qui sont flagrantes aussi, c'est que vous avez des athlètes, au moment où vous attendez à ce que l'athlète rebondisse au moment de l'appel, à la fin de la course d'élan, au lieu de rebondir, le sauteur ou la sauteuse a tendance à s'écraser lamentablement. Là, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème sur la vitesse d'approche, et la vitesse d'approche est souvent étroitement corrélée avec la longueur de la course d'élan. Peut-être fort. Ouais. Ça, Celui-là après. Donc là, vous avez un. Donc c'est une diapo, là on a juste fait une photo d'un livre qu'on trouve très bien qui formalise tout ça. Donc c'est les sauts athlétiques. Donc vous avez bien sûr des éléments sur la hauteur, la perche, mais également la longueur et le triple saut. Et vous avez des repères. Donc des repères concernant la course d'élan pour les débutants, débrouillés, confirmés, experts. Encore une fois, c'est des repères. Vous avez aussi donc des choses importantes en lien avec les angles d'envol en comparaison ici de la hauteur et de la perche. La perche, on serait plutôt sur des angles d'envol, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser comme ça de prime abord, qui se rapprocherait davantage à des angles d'envol de triple et de triple. J'allais dire aussi sur longueur, mais de triple. Et la petite diapo aussi tout en bas, là, alors que moi j'affectionne tout particulièrement, là, les chiffres tout en bas, où on a donc des valeurs toujours pareilles, donc en comparaison entre un débutant et un expert, et où on voit donc des notions de vitesse d'approche, donc là on est purement sur la course d'élan, et des informations chiffrées sur la vitesse de décollage. Et on se rend compte que la grande différence entre un débutant et un expert, quelle que soit la discipline, hauteur, longueur, triple, perche, c'est que non seulement l'expert il est capable d'aller plus vite, bon, là je vous apprends rien, il est aussi capable de décoller plus vite, mais surtout là où c'est flagrant, et c'est ce qui doit porter notre attention, des entraîneurs, c'est que surtout en fait l'expert, entre sa vitesse d'approche et sa vitesse de décollage, en comparaison avec le débutant, il perd beaucoup moins de vitesse et donc il y a beaucoup moins d'écrasement et de déperdition dans sa production d'énergie. Et c'est ce qui. Et on a vraiment des valeurs qui vont du simple au double, quoi. Je ne sais pas si vous voyez bien les chiffres, mais là je les lis en même temps que vous. Pour une vitesse d'approche de 5 mètres secondes pour un débutant en hauteur, en comparaison, un expert est capable de se déplacer à 8 mètres secondes. On a des vitesses de décollage qui sont de l'ordre pour un débutant de 1 mètre seconde au saut en hauteur, quand pour un expert, on a des vitesses de décollage de 6 mètres secondes. On a une déperdition, donc du coup, pour un sauteur en hauteur, de l'ordre de 4 mètres secondes, de 80%. C'est l'autre, il perd 25%. C'est colossal, alors que l'autre perd que 25%. Donc, encore une fois, ça, c'est vraiment des éléments sur lesquels, en tant qu'entraîneur, on doit vraiment, de manière prioritaire, porter notre intention. L'idée, c'est de produire de l'énergie au travers de la course d'élan, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Mais également, ce qui nous intéresse, la course d'élan, comme on le disait au tout début de l'intervention, son but, c'est de sauter le plus haut possible. Et là, sur ça, on peut se demander si le débutant qui perd énormément de vitesse, c'est peut-être en grande partie lié au fait que sa course d'élan est trop longue. Parce que décoller à une vitesse d'1 mètre par seconde,
Il se passe rien. il le ferait beaucoup plus facilement, enfin, il le ferait beaucoup plus vite s'il avait 5 appuis, 4 foulées d'élan qu'avec 8 foulées d'élan. Exactement. Voilà, parce que là, il serait en accélération tout le temps et il aurait très très peu de chances d'arriver aussi lentement que ça. Donc, voilà. Souvent, malheureusement, sur les stades, on voit chez les jeunes des copier-coller de ce qui se fait chez les grands et on voit trop souvent des courses d'élan beaucoup trop longues que les gamins ont du mal à gérer et il serait certainement, enfin, pratiquement sûr à chaque fois, beaucoup plus efficace en gérant mieux et en prenant moins d'élan. Voilà. Donc, on a préparé une liste de moyens, en fait. Une liste de moyens ou de choses à travailler euh, pour arriver à une course d'élan optimale qui nous permette d'avoir la performance la plus élevée possible. Alors, vous lisez en même temps que nous sur le côté. Alors, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, évidemment, et bien sûr que, à la limite, nous, ça nous intéresserait énormément de voir si vous avez des choses à rajouter ou si vous avez des. Nous, on a fait une liste un peu de ce qu'on fait travailler, régulièrement. Là, il y a un problème. Oui, c'est quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Ouais, quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Donc, vous regardez en même temps que nous le calibrage de la foulée. Évidemment, pour être précis en course d'élan, évidemment, si on a l'habitude de courir avec des jalons, des petites haies, des lattes, des plots, on aura plus de chances d'avoir une foulée calibrée qui bouge moins, qui est moins sujette au changement. Le relâchement qui va avec la lucidité, ça permet aussi d'avoir une course à la fois plus efficace, mais en même temps plus précise. Ensuite, malheureusement, même en essayant d'être le plus précis possible, on passe notre temps à se tromper. Alors, on se trompe de peu, des fois on se trompe de 1%, des fois on se trompe de 3, des fois on se trompe de 3 cm. Mais si on se trompe un peu, il faut aussi être capable de s'adapter, de sentir les choses. Il y a des sauteurs qui arrivent à 6 foulées de la planche en longueur ou à 6 foulées de l'impulsion à la perche à se retrouver avec des différentiels de 50 cm et pourtant ils sont au bon endroit au moment de sauter parce qu'ils sont capables de s'adapter. Euh, Ensuite, la sensation d'accélération, c'est quelque chose qui est important à travailler aussi, la prise d'avance du bassin, le fait d'armer son pied et ensuite de tester l'efficacité de la distance. En fait, là, tout ce qu'on vous a listé sur la gauche, là, c'est les objectifs de séance qui, pour nous, sont importants. Et en fait, pour chaque objectif qu'on a listé, là, et que Manu était en train de vous lire, on peut imaginer une multitude d'exercices possibles Je dehors du voyais sautoir sur les textes. et sur le sautoir. Et en fait, on serait curieux d'avoir vos retours là-dessus, des retours d'expérience, des exercices qui, par exemple, si je prends le premier point, l'objectif de ma séance est de travailler donc le calibrage de la foulée. Quel exercice je pourrais proposer en dehors du sautoir et quel exercice je pourrais proposer également sur le sautoir. Idem pour le relâchement, la lucidité, objectif de capacité d'adaptation, travail du pied armé, travail de prise d'avance du bassin sur la ligne des épaules. Il existe une multitude d'exercices, toutes plus intéressants les uns que les autres. Et en faisant cette diapo avec Manu, on s'était dit, ça va être l'occasion de favoriser les échanges et de donner un petit peu la parole à toutes les personnes présentes ici. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre le premier objectif. Hein. S'il y a un objectif sur lequel vous vous sentez plus à l'aise et que vous voulez partager avec nous quelques exercices. Alors, bien entendu, nous aussi, on peut vous proposer des exercices, hein, mais on aimerait bien échanger avec vous là-dessus. Voilà, dans ce que Double balle. il y a un truc que j'aime bien, c'est la capacité d'adaptation. Je trouve que chez le sauteur, c'est vraiment un truc qui est indispensable. Parce que s'il s'adapte pas, et c'est ce que vous disiez tous les deux tout à l'heure, hein, d'un saut à l'autre, la course d'élan, c'est jamais vraiment la même. Et leur donner justement cette capacité à pouvoir s'adapter, à réagir, à réadapter sa foulée, c'est quelque chose d'important. Et il y a
petit exo, moi, que j'aime bien faire, c'est des courses d'élan sans marque. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le faire à la perche ou à la hauteur, parce qu'il y a des choses qui diffèrent un petit peu. Mais je trouve que c'est des exercices et des situations qui les mettent vraiment dans une condition où ils n'ont pas le choix que de s'adapter en partant un peu de n'importe où sur chaque saut et jamais au même endroit. Et avec comme vrai objectif de se dire, bah, je saute, quoi. Et ça, moi, ça, c'est un truc qui me parle. Et le fait de le travailler, bah, je trouve que c'est hyper intéressant, quoi. Voilà. Très bien, bah, on pense la même chose que toi et on le fait à la hauteur et à la perche. Moi, il ne se passe pas une séance quand j'arrive sur le sautoir. Il ne se passe pas une séance où je ne demande pas à mes athlètes de sauter sur élan réduit sans marque. Pour Pardon. travailler justement cette cap. Donc, je peux mettre un plot de départ où je leur dis, vous partez en gros de ce plot-là, que je peux changer, ainsi de suite. Et en fait, peu importe le nombre d'appuis, la consigne, c'est peu importe le nombre d'appuis. Vous en mettez 10, 15, vous pouvez même piétiner au départ. En fait, à un moment donné, on se rend compte que lorsqu'on a une sensibilité et une capacité d'adaptation plus ou moins développée, on se rend compte que à 3 appuis de l'appel, à 3, 4 appuis de l'appel, on sent le point d'appel. Et on est capable de rythmer et d'accélérer pour aller sauter. Et contrairement à ce qu'on entend souvent dire sur les sautoirs, hein, j'aurais plutôt tendance, moi, à aller à contre-courant et de leur dire, n'hésite pas à piétiner un petit peu avant, sans le point d'appel. Comme je le disais, à 4 foulées de l'appel pour les athlètes les plus expérimentés. C'est quelque chose que l'on sent, sous réserve, bien entendu, d'avoir travaillé cette capacité d'adaptation de manière régulière à l'appel. Oui, Oui, quelqu'un a une autre idée? oui, je t'ai vu, je regarde le prénom. Wojciech. Il y a une petite question, là, enfin une petite question, il y a une petite remarque de Patrice. Donc, bonjour. Pour travailler la coordination, je fais des courses avec contrainte. Main sur l'épaule, par exemple. Ouais, Bah oui, super. et même, on va dire que pour le saut à la perche, c'est même encore mieux, enfin, parce que à la perche, on court sans ses bras. On n'a pas le balancier des bras pour s'équilibrer, vu qu'on est obligé de tenir l'engin. Donc, le fait d'avoir des courses avec contrainte, en mettant les mains sur les épaules, les mains sur la tête, une petite barre au-dessus de l'épaule, tenir quelque chose, un petit medicine ball ou un cerceau entre ses mains, etc., ça aide à apprendre à courir et à développer de la puissance en se servant que de ses membres inférieurs. Hmm. Donc évidemment, c'est... Et moi, au-delà même de la coordination, ce que je trouve intéressant dans ce type de situation-là, hein, je me suis inspiré de la perche, pareil, des fois, on fait des exos un petit peu comme les perchistes, on peut prendre un medicine ball, on peut prendre un objet plus ou moins lourd dans les mains pour faire des gammes athlétiques, par exemple. C'est qu'au travers de ces exercices, avec une charge additionnelle, toute proportion gardée, hein, c'est généralement quelque chose qui ne dépasse pas les 5 kilos, c'est qu'au travers de cette charge additionnelle, de ce lest, eh ben, on est sur du renforcement spécifique, que Mhm. ce soit en course, que ce soit sur des gammes athlétiques. Et pour le coup, c'est hyper intéressant. Vous êtes vraiment sur des situations, vous avez beau faire ce que vous voulez en musculation, vous ne serez jamais au plus près des muscles sollicités pour réaliser telle ou telle autre gamme ou tel exercice de course. Après, sur la capacité d'adaptation, une petite idée, moi, ce que je fais de temps en temps, c'est que je leur mets un point de départ, et puis je leur dis, de là, tu dois faire 8 foulées. Et puis ils essayent de faire 8 foulées, et puis je leur dis, avec le même point de départ, tu dois en faire 10. Débrouille-toi. Hmm. Où je te vois aussi souvent travailler sur des parcours d'amplitude où tu changes Ça, c'est pour le calibrage, ça, plutôt. Hmm. Les parcours d'amplitude, c'est plus pour le calibrage que pour l'adaptation. Mais pour l'adaptation, tu travaillais un- avec un objectif de franchir une barre avec 10 foulées ou avec 8 foulées avec la même distance. Je me souviens une fois, il y avait, je ne sais pas si vous connaissez, Taylor Minos, c'est un sauteur en hauteur qui est de l'FCVO. Quand il était minime en stage, il y avait Mustapha Refak qui le coachait et il a dû partir et il me l'a laissé pendant une demi-heure. Et moi, je ne le connaissais pas, le gamin.
je le vois sauter, la barre était à 1,90 m, il était déjà très fort, et il passe en faisant 9 appuis. Et là, je lui dis, ouais, mais tu fais 9 appuis, tu piétines un peu, là, c'est pas terrible. Donc, recule un petit peu et pousse un peu plus. Donc, il recule ses marques et il pousse un peu plus, il fait 7 appuis. Et il passe. Et là, je lui dis, ouais, enfin, il fait 7 appuis en foulée bondissante. Donc, juste derrière, je lui dis, ouais, 7 appuis en foulée bondissante, c'est peut-être pas terrible, mais quand même un peu plus de cadence. Et là, il fait 11 appuis du même endroit et il passe. Donc, il était minime, il a passé 3 fois je sais pas, en 1 minute 30, il a passé 3 fois 1,90 m en mettant un sac, en partant pratiquement du même endroit et en faisant 7, 9 et 11 appuis. Et ben, ce mec, il a une capacité d'adaptation de dingue. Enfin, ce qu'il avait à l'époque. Il l'a un peu perdu par la suite, je pense. Mais il faisait des trucs. Enfin, c'est quelqu'un qui sentait le saut, quoi. Voilà. Et donc, ça lui permettait certainement de se tromper, et de se tromper en début de course, mais de réagir et puis de réussir quand même. De mettre un rond sur la feuille à la place d'une croix, ce qui peut changer beaucoup de choses en cas d'égalité à la fin d'un concours. Ce que j'aime bien faire, moi aussi, en capacité d'adaptation de manière très spécifique, c'est que je les fais courir devant le sautoir, là, en forme de cercle, donc dans leur sens de virage. Hein. Donc pour un sauteur impulsant pied gauche, donc je le fais tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors je fais 1 ou 2 ou 3 tours max, hein, parce qu'après ils sont un peu rincés et ils peuvent avoir le tournis aussi. Et à la fin, en fait, sur le dernier tour, en fait, je leur demande on est typiquement dans le truc, hein, ils n'ont pas de marque. Je leur demande d'adapter leur foulée pour aller sauter. Avec une barre basse, évidemment, facile. Voilà, et progressivement, on monte la barre et ainsi de suite. Quoi. D'autres idées? Pas forcément sur l'adaptation, hein, sur plein d'autres Ouais, choses. sur d'autres trucs. Il y en a un que je Ouais, Moi, vas-y. j'ai une idée. Bon, c'est pas forcément sur l'adaptation, effectivement. J'aime bien travailler en fait, les courses d'élan, mais hors du sautoir. Parce que moi, c'est plus longueur et triple. Donc, du coup, en fait, je bosse les courses d'élan hors du sautoir parce que par moment, j'ai remarqué qu'il y a des athlètes, en fait, qui, bon, quand ils ont le sable devant les yeux, en fait, forcément, ils s'adaptent et c'est pas forcément la course d'élan idéale. Donc, par moment, en fait, ils travaillent, en fait, hors du sautoir, justement, pour que je vois à peu près, en fait, comment ils se comportent, en fait, dans une course d'élan, en fait, sans, on va dire, objectif réel, même si le but, c'est de sauter loin, en fait, à la finale. Mais le but étant, en fait, après, de leur trouver une course d'élan, en fait, plus ou moins idéale, en fait, en étant, du coup, plus relâché et du coup, efficace. Voilà. Bien sûr. Ouais, c'est bien. De toute façon, il n'y a pas de mauvaises idées. C'est clair. Non, mais c'est une façon de faire, de se dire que on fait la course d'élan dans l'absolu, quoi. Sans contrainte, sans rien, vas-y, on court naturellement, et puis après on la reporte et tu essayes de refaire la même chose Ouais. sans réfléchir. Et je vois souvent, là, Kevin, j'imagine que ça doit être la même chose, là, les athlètes qui ont été entraînés plutôt par des entraîneurs qui étaient plus des entraîneurs de course, qui en fait, lorsque tu les fais courir en dehors du sautoir, mais en mettant des intentions propres aux sauteurs en longueur, aux sauteurs en hauteur, aux triple sauteurs, sont un peu surpris qu'on leur propose, qu'on amène ce type de situation pédagogique. Exactement. Tu cours, certes, mais on te demande de courir, de distinguer la course d'un sprinter, de distinguer la course d'un sauteur. Exactement, c'est ça. Moi, j'adore aussi l'exercice du chariot que tout le monde connaît, notamment à la hauteur, où on a quand même, de par l'angle d'envol qui est le plus important des différents sauts athlétiques, on a une prise d'avance du bassin qui, à l'appel, est un peu plus marquée que dans les autres sauts. Et quand on met un chariot aux fesses, hein, avec la ceinture au niveau du bassin, eh ben, en fait, la charge aurait plutôt tendance à amener le bassin en antéversion et à faire en sorte que plutôt que d'avoir une prise d'avance du bassin, on a plutôt le bassin qui traîne et on a plutôt tendance à avoir les épaules devant. Donc, ce qu'on va tous faire de prime abord, c'est que pour donner de la vitesse au chariot, en fonction de la charge, on aurait plutôt tendance à partir comme un sprinter dans sa mise en action, donc avec les épaules devant et accélérer. Et ce que moi, je vais demander de manière un peu plus accentuée, c'est qu'au fur et à mesure de la course d'élan, je vais demander aux sauteurs et aux sauteuses en hauteur de se redresser et en fin de parcours, d'essayer de marquer une prise d'avance du bassin sur la ligne d'épaule.
en considérant que si l'athlète est capable de faire ça avec une charge additionnelle, quelque chose qui est tout sauf quelque chose de naturel, hein, prise d'avance du bassin, le jour où vous lui enlevez cette charge additionnelle et cette contrainte qui est le chariot, eh ben, ce sera quelque chose qui sera d'autant plus facile par la suite. Pareil, bon, d'une manière très spécifique, moi, les sauteurs en hauteur, j'aime bien les faire courir en virage. Parce que c'est quelque chose qui est quand même beaucoup moins évident comme ça de prime abord que de courir en ligne droite. Ça demande un peu plus d'apprentissage. Et, euh, et donc, pour être aussi le plus spécifique possible, eh ben, je fais courir les athlètes dans leur sens de virage au final. Donc, les sauteurs qui sont à impulsion pied gauche auraient plutôt tendance à courir comme les sprinteurs, hein, quand ils partent aux 200 mètres, hein, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais par contre, un sauteur en hauteur à impulsion pied droit, j'aurais plutôt tendance à le faire courir dans le sens inverse de ce qu'on a la coutume de faire sur une piste d'athlète. Et on ne fait pas les deux en même temps parce que sinon ils se cognent. On l'a déjà fait. Hein, je suis à l'infirmerie, donc on a arrêté après. Et il y a aussi un travail que je fais avec mes sauteurs, surtout les sauteurs en longueur. Bon, on va dire, on part du principe que leur course d'élan, on va dire, normale, elle est sur 16 foulées. À l'approche des compétitions, j'aime bien les faire travailler sur 18-20 foulées. Pour un peu, en fait, c'est un peu un exercice, on va dire, de survitesse, plus ou moins. Forcément, à l'impulsion, ils galèrent. Et l'idée, c'est qu'après, en fait, quand ils arrivent en compétition, ben, ils se lâchent plus parce que, voilà, ils se disent, voilà, c'est limite de l'élan réduit, quoi, en fait. C'est un peu de biaiser, en fait, le rapport à la course d'élan, en fait, normal. Voilà, voilà. J'aime bien ces approches, moi, de qui peut le plus, peut le moins. Mhm. Je sais que Manu Ouais, partage la même avec moi. C'est facile, dur à l'entraînement, facile en compète. Enfin, ouais, entre guillemets, dur à l'entraînement. ouais, je On, comprends. on essaie de se rapprocher le plus possible, voire au-delà même des exigences de la compétition à l'entraînement, pour que le jour de la compète, ce soit quelque chose de facile. Et dans nos disciplines, notamment où la notion de relâchement, elle est fondamentale, eh ben, si le mec il a un minimum de caisse ou si la nana elle a un minimum de caisse, là, pour le coup, quand tu arrives en compétition, pour peu qu'en plus tu décharges un petit peu le volume d'entraînement à l'approche de la compète, euh, ça s'envole, hein. Ça. D'autres idées sur d'autres thèmes? Il y a des gens qui ont des idées sur d'autres thèmes? Certainement, enfin, il y a toutes les chances d'ailleurs que vous ayez vos propres idées et que vous fassiez travailler ces thèmes-là à l'entraînement. C'est pratiquement obligatoire. Peut-être pas tous, mais au moins 5 sur 8 ou 4 sur 8. Bah, sur les notions de pied armé, voilà, pour l'appel longueur, mais ça peut servir aussi un peu pour tout, hein. Je suis repassé. Ouais, il y a un exo qu'on fait beaucoup, le hop 2, hop 4, hop 3. Ça, c'est des exos qu'on fait beaucoup. Mais ouais, j'ai essayé de redécomposer en partant vraiment d'une d'une position en fait arrêtée, donc départ arrêté, et de venir justement avec la jambe tendue, venir avec le pied armé et venir chercher ce contact du sol pour aller chercher la réaction. Et en fait, je me suis aperçu qu'effectivement, en le travaillant comme ça un petit peu bah, avec tous, hein, dès le début de saison, ça me faisait gagner énormément de temps après, bah, justement, sur la qualité et le transfert après que je recherchais, au moins sur le travail basique des OP2 et toutes ces choses-là, quoi. Donc après, bien sûr, tu le fais évoluer en mettant un petit peu de vitesse, tout ça, ou en mettant peut-être aussi des petits repères avec des plots, des lattes. Euh, et ça, j'ai trouvé que c'était un moyen hyper intéressant et régressif, en fait, de venir travailler là-dessus, quoi, sur cette notion de pied armé, parce que tu retrouvais justement le transfert après sur l'appel et sur l'impulsion. Je sais pas si c'était clair, vu vos C'est têtes. clair, c'était clair. Bon, C'était clair, c'était clair. alors, je Vous vois Moi, avez j'aime dit, bien les exercices, dans les nouveaux exercices là, que j'ai proposés là, couramment, là, parce que c'était du matériel qu'on n'avait pas forcément il y a encore quelques années. J'aime bien bosser avec les élastiques qu'on trouve un peu partout et travailler donc justement avec un élastique fixé en hauteur, un grillage, je ne sais pas quoi, et en fait, demander à l'athlète en fait, de faire une extension de jambe. Et en même temps qu'il fait son extension de jambe, c'est faire une extension de cheville.
Et de manière naturelle, en plus, quand l'athlète va faire son extension de jambe et son extension de cheville, donc il force sur l'élastique, donc c'est un exercice de renfort. Hein. Et quand à un moment donné, il va relâcher l'élastique, en fait, l'élastique va l'aider tout en faisant sa flexion de jambe, en fait, va l'aider à réarmer le pied. J'imagine que l'élastique, il est fixé sur le bout du pied, dans l'exercice que tu viens de Oui, décrire. en fait, l'élastique, en fait, il est attaché à un point haut, donc Ouais. à quelque chose de fixe, hein, qui ne bouge pas, parce que sinon ça peut être dangereux. Et, euh, et comme tu le disais, oui, en partie basse, en fait, sur l'athlète, il est sous la chaussure. Merci. C'est marrant dans le chat là qu'on voit l'histoire du rond central de foot. Ouais, t'as vu, je Il y l'ai a pas lu, ouais. quelqu'un qui a dit Patrice, Patrice. ah, on est à fond. Ouais. Voilà, alors, en ce moment, J'ai fait que ça aujourd'hui. nous, on a un stade en synthétique, et parce que comme notre salle elle est occupée par des handballeurs, on a un stade en synthétique et on fait pas mal de choses sur le rond central. Et l'autre jour, c'est aussi de la condition physique pour travailler la sensation d'accélération. Je leur ai demandé de faire le plus de tours possible sans s'arrêter, en allant de plus en plus vite. C'était un jeu de dire tu pars à la vitesse que tu veux, puis tu dois aller plus vite, puis plus vite, puis plus vite. On prend des temps intermédiaires à chaque fois et on regarde combien de tours tu es capable de faire en accélérant. Et ben, j'en ai un, il a fait 13 tours. Il a réussi à faire 13 tours en allant de plus en plus vite. Il l'a fait une fois. Après, il est allé se coucher. Parce que ça fait beaucoup de, Je lis les commentaires dans le chat. ça fait beaucoup de mètres. Il a vomi au bout de 13 tours ou Ah non, il a de l'amour, il a de l'amour propre. Donc, il est resté digne et il a fait semblant d'aller bien. Mais il n'allait pas bien. Évidemment, celui qui a craqué au bout de 2 tours, il s'est beaucoup moins fatigué. Mais bon, il y a un feignant et un bosseur dans le tas, donc c'est logique. Ouais, le chat, je sais pas si tout le monde l'a vu, mais il y avait Patrice qui proposait quelque chose sur la course en cercle, sur un rond central d'un terrain de foot, par exemple, pour travailler le relâchement de l'épaule. Euh, C'est une bonne, c'est un bon rayon, ça, pour ouais, bosser. ouais. Pas mal. Ça évite de mettre d'avoir du matériel à poser, c'est déjà fait. Ouais. Donc c'est pas mal. Moi, ce que j'aime bien, hein, c'est le truc que je dis de manière régulière, hein, ça fait partie de mes critères d'observation, hein, des critères observables quand je fais courir des athlètes en virage. Je leur demande de baisser l'épaule et la hanche qui se retrouvent à l'intérieur de la courbe. Donc, si on prend un sprinter, un coureur de 200 mètres, et ben, pour moi, un bon vireur dans un virage, c'est quelqu'un qui va s'incliner donc dans son virage. Et donc, le critère d'observation, c'est d'avoir l'épaule gauche et la hanche gauche quand il court, en fait, qui est plus basse que l'épaule droite et la hanche droite. Euh, et donc, du coup, c'est ce que je cherche à travailler, notamment avec mes sauteurs, quand je les fais travailler, parce qu'on se rend compte que bah, on a souvent l'inverse. On a des gens en fait qui refusent l'inclinaison dans le virage, qui donc ont les épaules soit de même niveau, voire même à l'inverse de la course d'élan, et qui en fait ont l'impression d'être inclinés dans le virage juste parce qu'ils inclinent la tête. Et là, en fait, la tête elle suit le mouvement des épaules et c'est pas la tête qui est pas un observable sur l'inclinaison du sauteur ou du coureur dans la courbe. C'est ses épaules et ses hanches. Les appuis, pareil, eh ben, en virage, malgré que ce soit un virage, les appuis se posent dans le sens de la course. On n'ouvre pas les pieds, on ne court pas en canard. Ça fait partie des fondamentaux. N'hésitez pas à donner un avis là pour l'instant, parce qu'on comble. Tiens, Gucci, admettre. Donc des. Pour compléter ce que disait Francis sur l'inclinaison en virage, moi ce que je rajoute aussi, c'est je leur fais mettre alors c'est une barre ou un bâton, mais très léger, soit sur les épaules, soit tenir au-dessus de la tête pour rechercher cette inclinaison-là dans le virage. Super. Ouais, super. C'est génial.
C'est génial. C'est autant d'exercices. En plus, pour le coup, c'est ludique. En plus, enfin, perso, ça change un petit peu, ça sort de l'ordinaire. C'est des situations que la plupart ont pas eu l'habitude de faire, hein. Ouais, puis au-delà de ça, tu fais un travail physique spécifique aussi. En faisant ça, tu peux, en leur mettant un bâton dans les mains au-dessus de la tête, tu travailles beaucoup plus le gainage oblique, des choses qui sont vraiment spécifiques au saut, quoi. Mm. Et souvent, pour avoir une course d'élan qui est efficace, il faut aussi être gainé. Si tu peux aller très vite, si tu n'as pas de gainage, c'est là qu'il y a une déperdition d'énergie. Et je trouve que même, pour le coup, pour amener cette sensation d'inclinaison, ça sera- Et le le bâton, fait d'utiliser ce bâton-là, il le mais ressentirait pas peut-être plus forcément facilement. centré. Moi, j'avais vu. Alors moi, j'ai déjà poussé le truc à l'extrême. C'était une athlète qui maîtrisait, lui donner la barre de hauteur, en fait, et la faire tenir à son extrémité. Et Ouais, voilà, du c'est coup, là, ça. il fallait vraiment qu'elle soit solide au sol, très gainée, pour tenir et rester engagée quand même dans le virage. Ouais, c'est top. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là, pour le coup, tu proposes une situation qui peut pas être plus spécifique en termes de renforcement spécifique. Enfin, t'as beau lui faire de la muscule de ouf avec de la fonte et tout, tu seras jamais au plus près des exigences de la discipline qu'au travers des exercices comme celui dont tu viens de nous parler, là. Donc, ouais, je valide à 300%. Quand tu fais ça et quand vous proposez des exercices comme ça, vous êtes vraiment au cœur des spécificités de la discipline. Et donc, du coup, quand l'athlète ou le sauteur, vous lui enlevez cette barre et que vous lui demandez de reproduire la même chose sur le sautoir et d'impulser, il y a limite des chances même que ce soit plus facile qu'avec la situation que tu as proposée. Tu vois, en fait, il s'éclate. Ah, ok, allez, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris où tu voulais m'amener. Objectif rempli. Très bien. D'autres idées pour d'autres thèmes? Après, encore une fois, ça, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, hein, c'est des... Ou d'autres thèmes à proposer? Nous, on s'arrêtait là parce que là, sur la Pour diapo. l'accélération, en fait, Oui, Kevin? pour l'accélération, ce que j'aime bien faire, on reste toujours sur le thème des sauteurs en longueur et triple, hein, c'est des sprints en virage, en fait. Sauf que la planche, on va dire que je la mets, on va dire, 10 mètres après la sortie de virage. C'est pour sentir un peu l'aspiration, en fait, justement, en fait, que produit on va dire, la sortie de virage et pour qu'ils sentent un petit peu l'accélération sans forcément forcer, quoi. C'est un truc qui se fait plus ou moins naturellement, en fait. Et effectivement, après, je leur dis, voilà, sur votre course d'élan, vous devez essayer de ressentir la même chose, quoi, en fait. En sortant de virage, en fait, qu'on rentre dedans, qu'on accélère, quoi, en fait. Mais sans forcément, en fait, modifier la foulée. Voilà. Ok. Toi, ce qui sera intéressant, par exemple, Kevin, là, sur le terrain, tu aurais tendance à leur demander quoi? Alors, j'inverse un petit peu les rôles, hein, je pose des questions, mais on se connaît, donc je me permets. Euh, Tu cherches quoi, surtout pendant la course d'élan? Ouais, on va peut-être commencer comme ça. On parlait de spécificité de la course d'élan. J'ai eu le plaisir d'avoir échangé avec Steve Nard à un moment donné, là, quand il faisait une séance. Et à un moment donné, il propose une situation en dehors du sautoir. Donc, Mhm. hop, je vois faire sa séance, machin et tout. Et à la fin de la séance, donc, il fait courir les gars, il leur fait faire des 100 mètres ou des 120 mètres. Et, euh, et ce que j'avais trouvé, donc l'objectif, lui, au travers de la course d'élan, en fait, ce qu'il voulait surtout sentir, en fait, aux mecs et ce qu'il leur demandait, c'était le passage gratuit sur l'appui. Je ne sais pas si Mhm. ça parle à tout le monde là, Ouais, ouais. mais clairement, on est vraiment sur des spécificités de triple, quoi. Le passage gratuit sur l'appli, c'est quand vous êtes c'est c'est de faire avancer le bassin le plus possible sur l'appui. En fait, c'est de faire avancer le plus possible le bassin sur l'appui. Donc, du coup, ça demande une certaine souplesse au niveau du psoas, notamment, hein, de la hanche, des muscles fixateurs de hanche. Et l'idée, c'est que quand je passe sur l'appui,
et que je passe la verticalité de l'appui, que je sois capable donc d'accompagner la poussée le plus longtemps possible. Et les athlètes qui réalisent ça bien sont capables, sur un passage d'appui, de faire avancer le bassin de plus d'un mètre, hein. Donc c'est quand même relativement important, notamment sur des disciplines comme le triple saut ou sur l'enchaînement du cloche et de la foulée bondissante. Si vous êtes capable de reproduire ça dans l'enchaînement de vos bonds, eh ben, ça vous faut autant de mètres gratuits récupérés sur chaque impulsion, et donc sur les trois sauts que compose le triple. Moi, par exemple, au saut en hauteur, en fait, plus que le passage gratuit, même si c'est quelque chose quand même que on enseigne et sur lequel on essaie de travailler en dehors du sautoir, je vais peut-être davantage favoriser le grandissement sur l'appui. Et donc, si je vais davantage travailler le grandissement sur l'appui, le passage sur l'appui, on peut peut-être s'interroger sur le fait qu'il soit peut-être égal ou en tout cas légèrement inférieur à celui d'un triple sauteur. Si moi je devais me prononcer là-dessus, le passage gratuit sur l'appli pour un sauteur en hauteur, de par le fait qu'on le travaille moins que les tripleux, est moins prononcé. Mais encore une fois, ça peut se discuter. Encore une fois, c'est des choses que moi je travaille aussi à l'entraînement. Mais là, on rentre vraiment sur des choses qui peuvent être communes, interdisciplinaires entre les différentes disciplines, mais dans lesquelles aussi, au travers juste de petites consignes et des petits ajustements, comme on parlait tout à l'heure, de la prise d'avance du bassin, de l'inclinaison, de courir en partie rectiligne, courir en partie curviligne, qui peuvent faire que vous vous éloignez plus ou moins de la spécificité de votre discipline ou que vous vous en rapprochez plus ou moins. Et c'est important de travailler là-dessus. Moi, j'aime bien aussi, par exemple, j'ai la chance souvent d'entraîner dans des salles avec des virages surélevés. Et donc, du coup, ça engendre un peu plus de contraintes mécaniques. Bon, j'ai peut-être un peu trop parlé. Non, je dis pas ça. Et pas quelqu'un d'autre qui a une idée sur un des thèmes, par exemple le relâchement. Qui a une idée sur le relâchement? Non, moi j'ai entendu une petite question. Alors, moi je suis très, très ignorant de toutes ces questions-là. J'entraîne pas les sauts, voilà, mais je m'intéresse bien. J'entraîne d'autres choses. Mais est-ce que alors, là, ça s'adresse plutôt donc, à Francis, enfin, plutôt pour en saut en hauteur? Donc les gens, en fonction de leur pied d'appel, on saute à gauche ou à droite. Est-ce que de temps en temps, il est utile ou est-ce que, je sais pas, est-ce que ce sont des choses que vous faites de faire sauter un sauteur en hauteur, mais sur son autre pied d'appel, vous voyez, voilà, je ne sais pas si c'est un intérêt, si ça se fait ou pas, si c'est un intérêt, peut-être pas, voilà. Je le fais. L'intérêt que je pourrais y voir, en fait, la question que tu poses, elle est surtout pour moi intéressante, c'est que dans tout ce qu'on propose, en fait, c'est de se poser cette question de l'intérêt. La question de l'intérêt de sauter sur une autre jambe, c'est on est quand même dans des sports avec une latéralité assez prononcée, et donc qui pourrait engendrer donc, des déséquilibres plus ou moins importants. Donc là, pour le coup, au même titre que la musculation, le fait de sauter sur une autre jambe permettrait de compenser un petit peu ces déséquilibres. Alors, on a souvent tendance à dire que la jambe libre est souvent la jambe de force, est souvent plus forte que la jambe d'appel. Et en fait, par contre, souvent, pourquoi on choisit une jambe d'appel? C'est souvent parce que c'est une jambe sur laquelle on est plus adroit. En hauteur, on choisit aussi en fonction de son sens de rotation naturelle. Voilà. Et c'est vrai que nous, en fait, moi, ce qui me pose vraiment souci, en tout cas, si je prends mon exemple perso, quand je sautais en hauteur, euh, le sens de rotation, comme disait Manu, pour moi, était vraiment très problématique. Autant impulsion pied gauche, sentir les rotations, le timing et tout, c'était quelque chose que je ressentais bien. Autant par contre, quand je sautais pied droit, l'impulsion, nickel, mais par contre, après, en l'air, j'étais perdu. Le sens de rotation, le machin, c'était quelque chose. Je sentais que ça manquait de finesse. Avec le temps, je l'ai travaillé. Alors, je ne l'ai pas travaillé pour sauter plus haut, hein. Je l'ai travaillé parce que j'ai eu beaucoup après de sauteurs en hauteur qui sautaient pied droit. Et donc, du coup, en démontrant, j'ai vu que j'avais travaillé et que j'avais réussi à ressentir des choses. Tout ça pour te dire qu'en fait, en travaillant, de toute façon, on s'améliore toujours. Mais après, clairement. Non, mais il y a des avantages, hein. Déjà, il y a un avantage de rééquilibration.
ça c'est clair. Que même à la limite, si la personne elle est maladroite à sauter en fausse bourrie du mauvais pied, rien n'empêche de sauter en ciseau du mauvais pied pour rééquilibrer. Euh, Moi, je sais que avec les sauteurs en hauteur que j'entraînais, quand on faisait les courses en virage, ils en faisaient autant à droite qu'à gauche, exactement pour équilibrer. C'est-à-dire s'il y avait 20 courses, s'il y avait 10 courses à faire à côté gauche, ils en faisaient 10 côté droit, parce que dans un souci de rééquilibrage aussi. Et puis il y a un autre avantage, c'est que quand on saute du mauvais pied, on est débutant. Et donc on crée des connexions dans le cerveau qui sont beaucoup plus solides, beaucoup plus fortes, parce qu'on est obligé de réfléchir énormément, parce que comme on n'a rien de naturel, on ne peut pas avoir de don du mauvais pied, on est obligé de réfléchir beaucoup. Et on se rend compte que si on le travaille régulièrement, ça aide à être meilleur du bon pied. Parce qu'en réalité, quand on fait une séance technique, on ne fait pas travailler son corps, on fait travailler son cerveau. Et on apprend à son cerveau à utiliser une méthode. Et quand on le fait soit sur élan réduit, ben, ça aide à mieux comprendre, mais quand on le fait du mauvais pied, ça aide à trouver des solutions qui ne sont pas naturelles. Donc on est obligé de vraiment chercher, on fait plus travailler son cerveau. Alors pour l'équilibre, je ne sais pas, j'avais lu un truc sur euh, le gars qui a été 4 fois champion olympique du disque, là, Al Hurter, un américain. Quand il allait chercher ses disques, il relançait dans l'autre sens du bras gauche tous ses disques pour rééquilibrer. Alors qu'il travaillait sa technique du bras droit, et puis à l'envers, bah, il balançait un jet du bras gauche. Alors, il le lançait mal, mais comme ça lui évitait d'avoir mal au dos. Enfin, c'est ce qu'il disait. Non, mais c'est intéressant tout ce que vous Donc, dites. on, Merci beaucoup. les sauteurs ou les hurdleurs de ligne droite, on a ce problème des déséquilibres qui créent. En général, ça ne fait pas des beaux vieux, les sauteurs. Ça fait des beaux athlètes quand ils sont athlètes, mais en général, ça fait des vieux qui ont des douleurs partout. Et je pense que dans un but de prophylaxie, dans un but de longévité de l'athlète, Ça peut être aussi ça peut être intéressant. intéressant de faire Oui. travailler à l'envers. Ouais. Mais ça, c'est la question aussi, notamment du sport de haut niveau. Je ne suis pas sûr que le sport de haut niveau et la santé soient toujours très, très compatibles. Mais bon, Ça ne l'est pas. La question n'est pas de savoir si c'est compatible. Il faut que ça soit le moins incompatible possible. On sait tous que ce n'est pas compatible. Maintenant, si tu fais attention à beaucoup de choses, si tu as une bonne hygiène de vie, etc., tu peux quand même tu peux t'en sortir mieux que si tu es un gros bourrin qui fait des squats à 300 kilos en cadet, quoi. C'est, Je me posais également là sur ta question, là, je pense qu'aussi pour la coordination intra et intermusculaire, je pense que ça peut être aussi intéressant de sauter de l'autre pied. Moi, je me suis entraîné au début dans un gymnase où il n'y avait pas de place. Et en fait, la solution qu'on avait trouvée, c'est les sauter. On mettait le tapis collé au mur côté gauche, et pendant 45 minutes, tout le monde sautait après le pied gauche. Et puis après, on mettait le tapis collé au mur côté droit, parce que sinon, ça ne laissait pas la place aux gens qui voulaient courir. Après, on le mettait côté droit et tout le monde sautait pied droit. Et pendant les 2 ans où j'étais dans ce club, les séances de hauteur, on faisait autant de sauts pied gauche que pied droit. On n'avait pas le choix, quoi. C'était comme ça. Et bon, j'en ai pas souffert. Mais je pense que c'était pas volontaire. Tu vois, le coach, il était obligé de faire ça parce qu'il y avait des sauteurs pied gauche et pied droit et qu'on n'avait pas la place. Donc, Pragmatique. pragmatique, le gars. merci pour ces réponses. Mais tu vois, encore une fois, à chaque fois, c'est quel est l'intérêt de cet exercice? Je pense que des exercices, on en connaît tous autant les uns que les autres. Et ce qui fait vraiment la différence après entre l'animateur, l'éducateur, l'entraîneur, c'est le sens qu'il va mettre derrière chaque exercice. Mais c'est un bon truc, hein. Donc, Réfléchir à comment on fait. C'est assez facile au triple saut. C'est plus difficile à la hauteur. Et c'est très, très compliqué à la perche de sauter de l'autre bras. Sauter de l'autre bras à la perche, c'est très, très compliqué. Déjà fait un peu, hein. Nous, on s'amuse à ça de temps en temps, mais on se rend compte que c'est vraiment, il y a des gens qui sont totalement c'est hermétiques à dangereux. ça. Ouais, il vaut mieux qu'ils ne le fassent pas, parce que c'est vraiment compliqué. À la hauteur, tu peux être moins bon, tu peux être pas bon du tout à la limite, mais à la perche, tu peux carrément ne pas y arriver. C'est, et tu te perds.
D'autres idées sur le relâchement, la lucidité ou l'accélération, par exemple? Lucidité, moi, j'avoue que j'ai peu de. Moi, je peux vous donner des exemples concrets. J'entraîne une petite depuis le début de l'année, là, qui n'est pas très bonne, hein, qui est minime, qui passe cadette, et elle fait des grimaces tout le temps quand elle court. Elle fait vraiment des grimaces, quoi. Ouais, j'en ai un comme ça. Ouais. Et, C'est et en générationnel. fait, elle est tellement crispée que elle court comme ça. Et en fait, bah, on a fait un mois où il y a grimace interdite. Poker face, tout le temps. Et tu réussis ton saut ou tu ne le réussis pas, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que tu fasses ta course d'élan sans faire de grimace. Et ben, ça marche. Au bout d'un moment, elle est obligée d'être détendue, relâchée, de travailler le relâchement. On travaille le relâchement aussi en apnée. Et faire des courses longues sans respirer. Tu es obligé d'être relâché. Sinon, Tu t'asphyxies. enfin, tu craques, tu peux plus courir. Qu'est-ce qu'on fait comme pour ce genre de choses, quoi. Travailler longtemps, on va dire longtemps pour un athlète, hein, c'est-à-dire sur des durées entre 6 et 10 secondes, en ayant interdiction de respirer. Au début avec les poumons pleins et après même avec les poumons vides. On vide les poumons au départ et puis on part pour une course à 80% avec des petits E à franchir en ayant interdiction de reprendre de l'air. Des choses comme ça. Au début, les athlètes ils se disent que c'est pas possible et puis après, bah, en travaillant le fait de se détendre, le relâchement, c'est un truc qui vient des apnéistes un peu. Quand on fait de l'apnée, on est beaucoup plus détendu que les gens qui font de l'apnée sont des gens qui sont capables de se détendre énormément. Donc des petits exercices comme ça. Le relâchement, c'est d'autant plus important que bah, plus je suis crispé, plus je vais dépenser de l'énergie, hein, comme disait Énergie Manu, inutile. l'énergie inutile, et donc j'aurai moins d'énergie pour sauter. Et puis pour la sensation d'accélération, on fait des petits jeux de temps en temps avec accélération à l'intérieur d'une course, c'est-à-dire avec des petites cellules, se dire tu dois faire un 50 mètres en allant de plus en plus vite. Tu pars à la vitesse que tu veux, mais tu dois absolument aller de plus en plus vite tous les 10 mètres. Et on se rend compte que c'est pas si évident que ça. Il y en a beaucoup qui arrivent à accélérer, et puis en fait, ils ont tellement peur de ne pas accélérer qu'ils accélèrent trop et que ça les empêche d'accélérer les 10 mètres suivants. Et puis, tu en as qui sont très très doués, qui sont capables de partir lentement et d'en mettre un tout petit peu plus à chaque fois. Et après aussi, faire le plus de courses possible en allant de plus en plus vite. On a fait ça l'autre jour sur des 60 mètres. Tu pars à la vitesse que tu veux et tu perds quand tu vas pas plus vite que celui d'avant. Et le retour, c'est tu retournes en marchant. Donc ça me fait une minute de repos à peu près. Et combien de fois 60 mètres tu es capable de le faire en allant de plus en plus vite? Même si tu fais 12 secondes ou 14 secondes au premier, c'est pas le souci. Bah, vous vous rendez compte que quelqu'un qui arrive à le faire 10 fois de suite, c'est pas si évident que ça, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'ils ont tendance à peut-être à gagner trop de temps, à en mettre trop à un moment. Donc des petits exercices comme ça pour sentir la force de l'appui, pour se dire là j'ai rajouté 2%. Là, j'ai rajouté. C'est des exemples. Hein, Ouais. Moi, j'aime bien aussi, ouais, toujours sur le même objectif, les faire courir sur des distances plus ou moins longues et leur demander donc d'ajouter un petit plus à chaque fois qu'ils posent un appui. Plus, 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 plus. Alors, c'est facile quand tu fais ça sur 10 mètres. Ça va quand tu fais ça sur 20 mètres ou 30 mètres, mais quand tu fais ça, plus tu allonges la distance, plus du coup, ça va être difficile de gérer ces histoires de plus, plus, plus. Parce qu'à un moment donné, si tu en mets trop dès le départ, eh ben, tu pourras plus remettre à la fin. Donc ça fait travailler la progressivité de la course d'élan aussi. Ouais, Quelque ça, chose c'est fondamental dans les. Moi, c'est un des trucs, c'est peut-être certainement ce que je dis le plus dans les courses d'élan, c'est course d'élan progressive. Course d'élan progressive. La fin doit toujours être plus rapide que le début. Et que tu sautes sur 3 appuis, sur 5 appuis, sur 7 appuis, sur 9, ainsi de suite. Question. Simon, n'hésite pas à prendre la parole, hein. Patrice, pareil, hein, quand vous voulez poser des questions, parce que du coup, les chats, je ne les vois pas toujours. Alors là, je lis le chat de Simon. Sensation d'accélération, faire compter 1, 2, 3 pour chaque appui, de plus en plus rapide. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est Ouais. ça? OK.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, je suppose qu'après le 3, il y a un hop, c'est ça? Pas forcément. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est ça. C'est plus de la manière de Emmanuel, c'est ça. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. Ok. Ils Un, deux, se trois. sentent accélérés en fait. Donc, ça, là, moi, si je reprends ta situation, tu vois, je serais tenté de te dire, et pourquoi on ne le ferait pas sur du 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4? En fait, je t'embête quand je dis ça, en fait, c'est que ton exercice, il est bon, hein, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est que, Ouais, en fait, c'est une bonne idée, ça, parce que ça permet d'écouter la musique de tes appuis. ouais, et la musique, je trouve ça, Ouais. enfin, c'est juste génial, même d'un point de vue pédale. Mais en fait, moi, quand je vois ta situation, Simon, je me dis que le 1, 2, 3, en fait, il va toujours relancer et réaccélérer sur le même pied. En l'occurrence, si son 1, il Mais commence par le non, pied gauche. non, parce que Tu changes de bien, pied sur un, deux, trois. change de pied sur un autre. Ah oui, tu changes de pied, exactement. Mhm. Ouais, ok. Bien vu, bien vu, bien vu. Donc là, du coup, c'est plus intéressant. En fait, j'avais peur si on était sur du 1-2, du coup, il accélérait toujours Ouais, le sur même. le petit repère. Et là, pour le coup, ça serait peut-être pas moins intéressant, mais du coup, il accélérait toujours du même pied. Alors qu'on on est d'accord que. Faut créer de la vitesse avec les deux. Exactement. Ouais. Voilà. Donc, ouais, exercice très bien. Merci, Simon, pour ta participation. Après, la course d'élan circulaire type escargot, c'est une bonne idée, en ayant en fait Un petit rayon, un rayon qui augmente au fur et à mesure. et donc qui va augmenter les Qui va contraintes augmenter, sur les appuis. non, qui va permettre d'avoir moins de contraintes et plus de vitesse au fur et à mesure. Ouais. Tu vois, tu augmentes. En fait, tu parlais de type escargot C'est là en démarrant au centre et en augmentant le rayon ou en le baissant. Ça, C'est Patrice. c'est Patrice, ouais, si tu peux nous préciser ton intervention. Et Patrice, tu as un nom de famille, on voit pas ta tête. Parce que des Patrice, on en connaît plein, t'es Mais je lequel? pense que c'est Patrice Sylvestre, C'est Patrice non? Sylvestre, c'est Patrice Court, c'est. On est sur le chat, en fait. On essaie de lire le chat et de répondre aux questions et aux interventions sur le chat. Mais vous avez raison, ce serait plus convivial En si on pouvait augmentant. voir et entendre les gens. Ouais, ouais, bah en augmentant, c'est en augmentant. Ouais. Il a répondu, ouais, en On est en augmentant. augmentant. Ok. Ok. Donc, tu Entendez? vois, très serré. Et... Oh, Oui, Ah, on t'entend, Patrice. et d'accord. Non, je yes. savais pas. C'est la première fois que je fais un truc dans le genre. D'habitude, je suis D'accord. plus sur l'autre application. Ah, très bien, tu te débrouilles bien. On est content que tu sois Tu avec nous, maîtrises Patrice. le chat et tu Moi, maîtrises c'est le vrai. vocal. Ok. Oui, oui, non, c'est une course en augmentant et Tu augmentes la comment? vitesse et tu baisses la contrainte. Ouais, voilà. Et Ouais, après, ouais. je mets une cible haute. Bon, souvent, je les fais atterrir soit debout, soit en fente avant sur le matelas. Comme ça, il y a aussi, je travaille aussi la liaison course-impulsion là-dessus et l'orientation du saut, quoi. Ouais. Très bien. Très bien, très bien. Voilà. Après, non, des autres exemples, il y a dans le, j'avoue que sur tester l'efficacité d'une distance ou, ouais, ça par contre, c'est vrai que c'est quelque chose où j'ai beaucoup de difficultés en fait, de pouvoir, comment gérer cet aspect. Souvent, c'est durant les compétitions que je m'aperçois que on va rajouter un peu. C'est des choses ouais, que je travaille pas trop à l'entraînement, enfin que je mets pas assez l'accent là-dessus. Et c'est vrai que je connais pas beaucoup d'exercices pour tester ça, tester l'efficacité d'une distance. Bah, tester l'efficacité d'une distance d'élan, en réalité, tu essayes 7 appuis, tu essayes 9 appuis et tu vois si le mec il saute plus Ouais, haut. voilà. Hein, c'est pas... Mais j'ai pas d'exemple. Ouais, voilà. Bah. Mais Oui, c'est c'est du sûr. pragmatisme. Hein. ouais. Ouais, ces trucs. Tu sais ce que je disais tout à l'heure avec la petite gamine là où qui sautait bien sur 5. Je l'ai essayé sur 7 à l'entraînement en me disant écoute, si elle maîtrise le truc sur 7 à l'entraînement, le week-end qui suit de compétition, et ben, on sautera sur 7. Et en fait, à la fin de la séance, je lui ai dit on reste sur 5. Et à la fin de la séance, en fait, je lui ai refait faire 2-3 sauts sur 5 pour reconfirmer. Et d'un commun accord, on a dit on reste sur 5. Ouais. T'as envie de gagner ou t'as pas envie de perdre? Voilà, c'est simple Tu que veux ça. sauter sur 7 et perdre ou tu veux sauter sur 5 et gagner? Voilà, Mais, c'est vite vu. Hein. mais pour revenir sur ça, en fait, un peu sur la taille de la course d'élan, en fait, parce que ouais, je suis d'accord, en fait, au bout d'un moment, si la course d'élan, en fait, elle est plus efficace si elle est courte pour l'athlète, tant mieux.
Mais on va dire, on part du principe que au bout d'un moment, il faut prendre des risques. Que par moment, voilà, il faut accepter de régresser pour progresser. Ah oui, oui, bah, ça, y a pas de problème. Si c'est si c'est une stratégie, moi je te parle dans Voilà, l'instant. Si c'est une stratégie à long terme, évidemment qu'il faut faire des essais. voilà. Et Ouais, le c'est vrai essai, il est en compète, hein, d'ailleurs. Tu peux pas... oui, voilà. Et c'est vrai que ça, c'est bon. Les athlètes, ils réalisent aussi que par moment, voilà, ils sont plus forts sur l'élan réduit, effectivement. Mais que par moment, il faut passer un cap. On va dire, voilà, en fait, en tout cas, voilà, en tout cas, au trip, ça sert à rien de faire 12-10, 12-11, 12-14. Si on va aller chercher une performance vers les 13 mètres, en fait, il faut prendre des risques en quelque part, quoi. Et par moment, ça passe par la course d'élan, en fait. Pas tout le temps, mais par moment quand même. Mais il ne faut pas oublier que c'est pas celui qui a la course d'élan la plus longue qui gagne, c'est celui qui saute Ah le non, plus. carrément. De toute C'est façon, ça. il a prouvé le Jamaïcain, là, il n'y a pas très Ouais. longtemps. Ouais. Et donc, on a le même problème à la perche avec le levier. Il y a des gens qui veulent absolument sauter avec des grands leviers. Et moi, j'ai déjà vu, j'étais très content d'ailleurs de voir ça, Alain Donias, qui est coach à Nantes, et un de ses athlètes. Premier essai au championnat de France, il ne franchit pas la verticale. Deuxième essai, il ne franchit pas la verticale. Au troisième essai, il ne lui dit pas rentre plus dedans, attaque. Hein. Il lui dit prends moins de levier. Mm. Et puis après, il prend moins de levier et il passe. Parce que ça ne sert à rien de passer 40 cm au-dessus si c'est pour retomber sur la barre. Oui. Là, le pragmatisme, ça fait que aujourd'hui, bah, tu sautes mieux avec 4,60 de levier qu'avec 4,75, bah, prends 4,60. Hein. C'est le même concept, quoi. C'est que du pragmatisme et il ne faut pas oublier que le but, c'est la perf. À sa hauteur est... Pourquoi on stagne en France? Non, mais ça, c'est un autre débat. Ça. Ouais. On en parle après en off. De ça. On ne parle pas des courses d'élan. Là. C'est une très bonne question, mais Il y a Irina qui lui pose une question sur le chat. Pourquoi, à ton avis, le sans hauteur stagne en France? Ouais, non, on en reparlera plus tard. On va faire une vision spéciale là-dessus pour vexer personne. Il est quelle heure là? Je sais pas. D'autres idées ou alors derrière on avait que les kilogrammes, c'est ça? Derrière, oui, ah oui, oui, on a les kilogrammes, on a encore Ouais, d'autres. mais ça on va les kilogrammes on va les mettre à disposition. Ouais, après Mais c'est c'était. des kilogrammes de sauce, c'est pas des histoires de course d'élan. Ça. En fait, surtout ce qu'on voulait montrer au travers des kilogrammes, Ah, c'était les poses oui, d'appui. les poses d'appui. Alors là, oui, c'est ça qui est intéressant. Vous regardez, euh, en haut, on a Maxime Tarasov, en haut, et en dessous, on a Sergei Ibouka. Voilà. Et ben, Maxime Tarasov, il arme son pied. Sergei Ibouka, il arme pas son pied. Et pourtant, le mec, on peut pas dire qu'il était mauvais, quoi. Ouais. Mais moi, je reste persuadé que s'il avait armé son pied, il aurait été encore plus fort. Voilà. La question, elle n'est pas de savoir si, quand tu es coach de Bouka, est-ce que tu es content quand il gagne ou est-ce que tu es content quand il progresse? Ça, c'est une vraie question. Quand tu as un athlète, est-ce que tu es content quand il est bon ou est-ce que tu es content quand il est meilleur à la fin de l'année qu'au début? Voilà. Moi, je reste persuadé que notre rôle, c'est de rendre le mec meilleur. Parce que s'il est bon, c'est pas forcément grâce à nous. Il peut être bon naturellement, mais par contre, s'il est meilleur à la fin qu'au début, c'est peut-être qu'on l'a fait bosser correctement. Donc, c'est des exemples comme ça. Tu as des gens qui ont une forme de génie ou alors des qualités physiques exceptionnelles. Hein. Bouka, il valait 10-2 au 100 mètres. Donc, il y a une grande partie de sa réussite en termes de performance qui est liée à ses qualités physiques. Et, euh, et peut-être que techniquement, c'était pas si bien que Tarasov, qui allait beaucoup moins vite et qui a sauté 10 cm moins. Il y en a un qui a été plus efficient que l'autre. Il y en a un qui avait un gros moteur. Tout le monde voit le Oui, on voit bien. Oui. programme, c'est clair. On a dû mettre derrière kilogramme hauteur. Voilà. Donc on a Sotomayor et on a Jikel à droite et ça doit être Henkel en haut à gauche.
Donc, pareil, on revoit L'armée du pied d'Aike Henkel, C'est c'est magnifique. magnifique. Voilà. Avec la Avec préparation des deux et bras. puis ces alignements, c'est juste magnifique. Voilà. Sotomayor, bon. C'est la commande à descendre beaucoup sur l'avant-dernier. On voit très bien Sotomayor, c'est affreux, mais il y a quand même du monde. Voilà. Non, mais voilà, mais pourquoi? Parce qu'en fait, il a un gros moteur quand c'est un même. gros moteur. C'est tout. Mais est-ce que ce mec-là, s'il n'avait pas appris à sauter avec un entraîneur allemand ou russe au lieu d'un Cubain, il n'aurait pas été meilleur. Ouais. Encore. Malheureusement, on ne saura On ne jamais. saura jamais. J'arrive pas à déplacer la légende. On voit chez Jiken. On voit pas trop l'armée. Hein, Ouais, c'est pas l'angle qui est idéal. Sur la Ouais. photo, c'est laquelle la photo? Celle-là, là. C'est quoi le numéro qui est écrit? Entre le 5 et le 6, ouais, Ouais. on voit pas très bien. En fait, On voit pas très il bien. aurait fallu une diapo entre le 6 et le 7, quoi. Parce que du coup, on voit tout juste on le voit tout juste là, quelques millièmes de seconde avant la reprise d'appui sur son dernier, là, sur son appui gauche. Et après le 7, on voit un écrasement sur la photo 7, mais qui est juste une conséquence normale qu'on retrouve chez tous les sauteurs. Hein. C'est pas un défaut technique. Hein. Après, Jean-Charles, c'était beau ce qu'il dit. Ouais. C'était un sauteur aérien. C'était pas un gros bourrin. Il y en avait d'autres des kilos? Non. Non, c'était juste pour vous montrer l'armée du pied, quoi. Ouais, c'était C'est principalement. juste ça, parce que le reste, après, c'était pas en lien avec la course d'élan. Parce que les kilogrammes complets de la course d'élan, bon, ça aurait été compliqué de les faire passer sur une diapo. Ouais. Donc, on a choisi pour nous la phase la plus importante de la course d'élan, hein, qui est la phase de liaison course-impulsion. Il vise ni plus ni moins à transformer la vitesse d'approche en vitesse de décollage. La vitesse de course en vitesse de décollage. Ok, top. Eh bah, merci les gars. À moins qu'il y ait encore quelques questions, peut-être. Merci à vous. Ouais, Des avis, des questions, des discussions informelles. Ouais, on est là pour ça aussi, parce que c'est vrai que le but au départ, c'était aussi de se retrouver entre nous, quoi. Parce que souvent, on discute en compète, on boit un café ensemble, mais Pas trop le temps d'échanger. pour le temps d'échanger, là, ça laisse un peu plus de temps, c'est sympa. Moi, j'avais peut-être juste un truc sur tout ce qui est lucidité et relâchement. C'est vrai que c'est des notions qui peuvent paraître un peu abstraites. Et je trouve que le bon moyen, des fois, de le travailler, c'est vraiment de les sortir des situations spécifiques. Donc, saut en hauteur, perche, tout ça. Et de le remettre dans un autre contexte. Des petits parcours d'agilité, des choses comme ça, en leur demandant des choses, je mets des guillemets là-dessus, un peu extravagantes. C'est-à-dire que tu fais un petit parcours d'agilité où ils doivent changer un peu de direction et de style de déplacement, donc sprint avant, sprint arrière, pas chassé, tout ça, et de leur demander soit de venir taper dans les mains, soit de crier en même temps. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ça fait un peu jeu du cirque sur le stade, tu vois, te fait un peu remarquer, mais que sur des personnes un peu introverties ou qui ont tendance à se crisper un petit peu, ça ramène aussi, Ça libère. ça les libère et ça leur permet aussi de se recentrer sur ce qu'ils font à l'instant T. Ouais, penser à autre chose pendant. Ouais, Exactement. ça t'oblige à automatiser ton geste aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et je trouve que c'est un vrai petit plus en fait, et pour toi en tant que coach, parce que tu vas chercher une nouvelle pratique hors de ton champ de base de compétences, et en même temps, tu rapportes quelque chose de ludique dans la pratique quotidienne. Et ça, je trouve que c'est intéressant et le transfert peut se faire rapidement. Moi, j'ai Bon, une question pour Ludivine. T'as pas trop de courbatures? Si, si, un petit peu, merci beaucoup.
Parce on a fait une formation sur le saut à la perche et c'est la seule qui a bien voulu Mais sauter. c'est bien, ça fait une bonne suite de samedi là pour ce D'accord. soir. Merci beaucoup. Ah, c'est beau. Elle a voulu sauter, elle a très bien sauté, mais comme elle était la seule, elle a beaucoup sauté. Donc derrière, forcément, comme il n'y a pas eu un échauffement terrible, il se peut que 2 jours après, il y ait des petites douleurs quand même, hein. Bon, bah, parfait. Si vous n'avez pas d'autres Voilà. questions, bah, On va clôturer. Bah, merci beaucoup, les gars. je t'ai vu lever la main, Sylvain, n'hésite pas, hein, Non, 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 mais je voulais vous dire merci tout simplement. Je l'ai écrit, mais je voulais aussi le dire oralement. C'est tout. Voilà. D'accord. Bah, merci à vous, merci pour votre participation. C'était un moment bien sympa. Et comme le disait Manu, hein, de toute façon, même au travers de Fred, dont vous avez certainement le contact, si vous avez des questions par la suite, on y répondra avec plaisir. Je ferai remonter sans problème. Et puis, bon, on est encore un peu loin des compètes, mais après, il ne faut pas hésiter quand vous nous croisez sur les compètes. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, bah voilà, on est aussi là pour ça. Voilà, le but des visios, c'était, comme le disait Manu, c'était de prolonger un petit peu les discussions un peu off qu'on peut avoir lors des compètes, sauf que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le temps. Là, c'est l'occasion, et bah, ce sera l'occasion encore par échange de mails ou autre de prolonger ces échanges qui sont toujours hyper intéressants et hyper enrichissants. Donc encore merci les gars. Pour rappel, on aura notre prochaine visio le 4 décembre. Donc pareil, on fera un petit mail avec le lien Zoom, le thème et puis tout ce qui va bien avec. Voilà. Et ben bonne soirée à tous. J'ai juste une petite question. Je sais pas. Vas-y. Parce qu'en fait, j'ai loupé le premier webinaire et je vais savoir s'il y avait un enregistrement, enfin un lien pour pouvoir le retrouver. Ah, Patrice, Ouais, oui. ouais. Il y a un replay qui est disponible sur YouTube. Et, D'accord. donc je l'avais envoyé, mais C'est déjà 160 000 vues, hein. Faut le savoir. C'est un truc, ça a pris sur 3 continents déjà. Donc, Facile. il paraît que les Chinois nous observent. Donc, Au moins ça. Au moins ça. Non, mais je remets le lien des vidéos dans chaque relance que je fais. Et une fois que je l'ai mis en ligne, pareil, je refais un petit mail quelques jours après le live. Je refais un mail une fois que le replay est disponible. Ok, merci beaucoup. Bah, de rien, avec plaisir. Sinon, il faut me suivre sur les réseaux sociaux et là, je mets tous les liens de replay. Ok. Bon, Je fais de ce bonne pas. soirée à tous. Bonne Bonne soirée. soirée. Salut. Encore merci et à Ciao, bientôt. les gars, ciao. Allez, ciao, bye bye.